Il y a quelques semaines, un chercheur et une artiste m'ont contacté pour leur parler des liens entre capitalisme et artisanat textile, leur sujet de recherche. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il s'avère qu'on peut retracer l'histoire de l'émergence du capitalisme juste en parlant de textile, et c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Cette vidéo, c'est la version courte de notre discussion, ou plutôt de mon monologue, mais tout va bien parce que j'ai rajouté plein d'illustrations, des sources, du texte à l'écran si vous voulez creuser, donc n'hésitez pas à faire pause. Ok. Alors il y avait le mouvement des enclosures, qu'on avait relié comme un endroit de jonction entre début du capitalisme avec le rapport à la propriété privée, le lien avec les moutons et donc tout ce qui en suit avec la chaîne de la laine. Comment l'industrialisation a fait sortir certains gestes de l'espace domestique pour les faire entrer dans l'industrie. Après, il y avait le ludisme et quel lien entre système de pouvoir et contrôle des pratiques artisanales. Système de pouvoir, c'est... Fascisme ou autoritaire. D'accord. Ça impacte la production artisanale. Ok, mais ouais, du coup c'est compliqué de répondre à un truc sans parler du reste. Bien sûr. Je pense qu'un bon point de départ, ça peut être les communs. Les communs, c'est un bon exemple de l'avènement de deux choses, à la fois de la propriété privée sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, parce que dans le féodalisme c'était un peu différent, et d'une économie marchande. Les communs, qu'est-ce que c'est? C'est des parcelles qui sont sur une seigneurie du coup. La seigneurie, techniquement, elle appartient au seigneur, c'est sa propriété, sauf que la propriété, ça n'a pas tout à fait le même sens à l'époque qu'aujourd'hui. Du coup, c'est des parcelles de terrain qui peuvent être tout type de terrain, ça peut être des champs, ça peut être des marais, ça peut être le bois, la forêt du village, etc., enfin derrière le village, qui techniquement du coup appartiennent au seigneur, mais sur lesquels les habitants du village ont un droit d'usage. Ils ont certains droits, il y en a plusieurs, d'utiliser ces terres-là, d'utiliser ces bois-là, etc., pour certains trucs en particulier. Ça peut être d'aller faire pâturer le bétail, ça peut être de ramasser des graines, c'était le droit de glanage, il y avait le droit d'aller ramasser dans les forêts le bois pour se chauffer, pour construire les charpentes, etc. C'est des usages qui sont à la fois très réglementés et en même temps pas au sens actuel, c'est-à-dire que c'est réglementé par la coutume. Donc c'est des espèces de traditions, c'est des trucs oraux, c'est pas vraiment inscrit dans une espèce de constitution, etc. Et l'exploitation de ces communs-là, elle est gérée par une organisation collective entre les gens du village. Ça donne naissance à des processus de décision collective auxquels on pense pas forcément quand on pense aux seigneuries, etc. Mais en fait les gens, ils s'entendent collectivement pour s'organiser. Qui c'est qui envoie les vaches là-bas, qui c'est qui fait les machins. Il y a des droits aussi qui sont aussi réservés à d'autres gens que juste les villageois. Typiquement le droit de chasse, c'est vraiment la noblesse qui a le droit de chasse. Les gens, ils ont pas forcément le droit d'aller chasser les lapins dans la forêt. Ça dépend des endroits, ça dépend des moments, etc. Mais ça peut être un truc qui peut conduire à des peines plus ou moins infamantes et plus ou moins violentes, etc. Ces communs, du coup, ce qu'ils permettent, c'est une économie de subsistance qui est caractérisée par beaucoup d'autoproduction et d'autoconsommation. On produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit. Et les communs, c'est l'une des colonnes vertébrales de ce truc-là. Pour mieux comprendre, on peut contraster à ce qu'on connaît aujourd'hui. On est dans une économie marchande où on ne consomme absolument rien de ce qu'on produit soi-même. Tout ce qu'on consomme, c'est des marchandises qui ont été produites par d'autres personnes dans un objectif de vente et de profit. Là, on est entouré de marchandises, concrètement. Je précise qu'il y a quand même des échanges marchands, il y a toujours eu des échanges marchands, mais c'est quelque chose qui était assez minoritaire. Et on va en parler, mais du coup, la monnaie avait pas forcément la place qu'elle a aujourd'hui. Notamment dans les communautés villageoises, c'est beaucoup soit des échanges de services, soit don contre don, soit des paiements en nature. Par exemple, le meunier, là, qui a son moulin, etc., tu lui apportes ton blé, il va faire la farine avec, et puis il va te la donner, et toi en échange, au lieu de le payer en espèces, tu le paies en nature, c'est-à-dire que tu vas lui laisser un peu de farine, ou tu vas lui donner du pain derrière, etc. Donc ça permet quand même d'avoir une espèce de petite spécialisation de certains métiers, pas tous, sans avoir en fait forcément d'échange de monnaie. On a ça pour tous les travaux un peu techniques, les charpentiers, le meunier, le forgeron, ce genre de choses comme ça, qui demandent quand même des compétences particulières. Et puis pour les travaux qui sont plus complexes, mais qui se font juste à plusieurs, ça demande un peu de temps. Typiquement, construire des maisons, des trucs comme ça, ça s'appuie beaucoup sur justement ce système de je le fais cette fois-ci, la prochaine fois c'est toi qui le fais pour moi, etc. Il y a vraiment cette idée à l'époque d'espèces d'obligations réciproques, et qui sont pas inscrites dans un droit, mais qui sont inscrites dans des pratiques, dans de la coutume, dans des traditions. La destruction et la privatisation des communs, elle va emmener aussi à la destruction de tout ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Ça va conduire à... spoiler un peu, hein, mais ça va conduire à l'exode rural, ça va conduire donc à énormément de souffrance. C'est extrêmement violent. Surtout qu'il y a des endroits où ça va se faire plus lentement que d'autres. Et typiquement en Angleterre, parce que c'est là où on parle beaucoup des communs, c'est quelque chose qui va se faire sur
sur mémoire d'homme, quoi. Donc il y a des gens qui vont grandir dans les communs et finir leur vie ouvriers dans des villes ultra polluées, parce que c'est les débuts des premières usines, etc., à travailler pour un patron pour 2 centimes de l'heure, quoi. Extrêmement violent. Vous parliez d'élevage. Je sais pas si c'est là qu'on en parlait ou si ouais, mais les techniques d'élevage, etc. Mais je peux pas rentrer dans le détail. Ce que je peux dire par contre, c'est que sur du coup cette période d'économie de subsistance, etc., l'élevage, mais comme l'agriculture, c'est caractérisé quand même par polyélevage et polyculture, où on plante un petit peu de tout. C'est la fameuse basse-cour, où on a le lapin, les poules, le petit cochon si on peut, idéalement avoir une vache ou 2. Et ça évidemment, si j'en parle maintenant, c'est que j'ai pas les détails parce que c'est pas trop mon domaine, mais c'est que derrière, il va y avoir la destruction de tout ça et une spécialisation. Et une exploitation de masse aussi de la nature, etc. Dans l'économie dans ces économies de subsistance, on pense directement à, ok, les gens, ils allaient planter leurs carottes et avoir 3 animaux, etc. Mais il y a aussi, et c'est la thématique qui vous intéresse, il y a aussi l'artisanat textile, parce que du coup, tout le monde faisait un peu ses vêtements, ou essayait de faire un peu ses vêtements. Ce que ça implique, cette économie de subsistance, et en particulier, on le voit dans l'artisanat et le textile domestique, c'est que du coup, les gens, ils sont propriétaires de leurs moyens de production. Ils sont propriétaires des moyens de production qu'ils utilisent. S'ils le sont pas, c'est-à-dire typiquement le moulin, qui appartient généralement au seigneur, etc., il y a un système de taxes pour l'utilisation, mais et en particulier sur le textile, il y a plein de gens qui ont la quenouille pour filer la laine, ou etc., ou un rouet, mais là, le rouet c'est un peu plus tard, ou qui ont un petit métier à tisser, des trucs comme ça. Quand j'étais en Bretagne, là, il y avait, on voyait les brosses pour séparer les fils de lin, etc. Bon bref, il y a tout un ensemble de trucs. Et c'est à eux. Et ça c'est important parce que ça derrière, ça va être enlevé. Il va y avoir une séparation entre les producteurs et les moyens de production. Avec évidemment, moi j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais il y a évidemment une division, déjà à l'époque, une division genre et du travail là-dessus. Il y a pas mal de représentations, par exemple, d'enfants qui gardent des moutons, et on voit la fille qui a la quenouille là, où elle file à côté, etc. Il n'y a pas aussi de séparation entre le moment de travail, le moment de pas de travail et tout. On est tout le temps en train de faire un truc, quoi. Voilà. Oui. Tout ça, là, c'est la période féodale, on n'a pas trop daté là. Ouais, là on est à 12e, 13e, 14e siècle. En fait, la destruction des communs, vu que là on parle des communs, mais de toute façon, de manière générale, l'émergence d'une société marchande, l'émergence en fait du capitalisme, etc., elle commence doucement vers 15e siècle, 14e siècle, etc. Elle va être méga accélérée par l'expansion de l'Europe sur le monde, à la fois par la colonisation et puis par aussi les échanges commerçants et marchands. J'allais dire à l'international, mais malheureusement c'est pas des échanges équitables, c'est-à-dire qu'on va là-bas, on met un flingue sur la tête d'un mec en disant est-ce que tu veux commercer avec moi, tu vois, et puis je décide des prix, donc c'est pas voilà. Mais du coup ça va permettre d'avoir un afflux monumental de ressources, de capital, de monnaie, etc., et de matières premières en Europe. Ce qui va permettre derrière de lancer la fameuse révolution industrielle. La destruction des communs, elle suit complètement ça. Mais comme tout, comme la fin d'économie de subsistance pour passer sur une économie marchande, comme justement la séparation entre les producteurs et les moyens de production, comme absolument tout. La destruction de la paysannerie pour former une classe ouvrière, c'est vraiment la même temporalité. On a des prémices qui apparaissent 14e, 15e siècle. La colonisation, ça balance tout. Et puis 17e, 19e, il y a une explosion de tout ça. Et au 19e siècle, on arrive on commence à voir le monde dans lequel on est aujourd'hui. Là, ça, c'est un peu la temporalité. C'est bon pour la temporalité? Ouais, ok. Du coup, on commence à quitter ça à partir du 15e siècle, tranquillement. On quitte du coup une économie de subsistance pour entrer dans une économie marchande. On a parlé tout à l'heure de monétarisation des échanges, c'est-à-dire le rôle que la monnaie va jouer. Ça, c'est vraiment important. Ça peut avoir l'air un peu obscur, mais c'est vraiment important. Parce que au plus on est forcé de payer en monnaie les choses, au plus du coup on est obligé de gagner de la monnaie. Et pour gagner de la monnaie, on est obligé de vendre des choses. Et donc, au lieu de vivre en faisant un peu de tout, on est obligé de se spécialiser, d'être compétitif par rapport à des concurrents, etc. Ça arrive tranquillement à partir du XVe siècle. Cette monétarisation des échanges et cette marchandisation, on le voit notamment au fait que de plus en plus de paysans se mettent à produire des récoltes qui vont partir sur les marchés, et plus uniquement sur eux. Enfin, pour eux, les marchés, ils vont d'abord être locaux, et puis après, ça va être les grandes foires. C'est tout un truc, ça, les grandes foires où les marchands se rassemblaient pour acheter en gros. C'est aussi les premiers achats en gros de marchandises. Et puis après, au fur et à mesure, on va avoir l'émergence d'un marché national, puis d'un marché international. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet un peu de relier tout ça. Il y a une condition obligatoire pour avoir une monétarisation des échanges, c'est d'avoir de la monnaie, donc d'avoir de l'or et de l'argent. Il s'avère que, 14e siècle, les mines d'argent en Europe, elles s'épuisent, ou en tout cas elles s'épuisent avec les techniques de minage d'époque.
Après, on a réussi à creuser un peu plus profond, etc. Mais à l'époque, du coup, il n'y avait plus d'argent en Europe. L'or, il venait beaucoup de l'Empire du Mali, qui était un empire hyper puissant jusqu'au XIVe siècle, et après Hyper-Hitlite. Du coup, il n'y a plus d'afflux d'or en Europe de l'Ouest. En plus de ça, on a de l'argent, la monnaie vraiment qui part vers l'Asie, parce que les marchands type Marco Polo, etc., qui allaient en Asie pour commercer, bah, ils partent avec les bourses pleines d'or et d'argent, et ils reviennent avec des textiles notamment, et ils viennent avec de la soie, et ils viennent avec des trucs et des machins. Donc il y a vraiment une fuite d'argent qui part vers l'Asie. 14e, 15e siècle, il n'y a pas une thune en Europe. Du coup, ça bloque complètement forcément l'émergence de marché, etc. Et tout ça, ça va se débloquer, on en parlait avec la colonisation, pas que la colonisation, mais avec voilà, l'expansion de l'Europe sur le monde, où on va aller en Amérique. En Amérique, on va avoir des mines d'or, on va avoir des mines d'argent, etc. On va se dire, super, ça va résoudre notre problème, et on va réduire en esclavage toute la population. Une fois que la population sera 90% exterminée, on va dire, ok, il nous faut d'autres esclaves, donc on va aller les chercher en Afrique, etc. Les témoignages des autochtones d'Amérique, ils parlent de soif de l'or, des conquistadors qui sont obsédés par l'or, etc. C'est pas juste un vice, ça s'explique matériellement par le fait qu'il y avait un énorme besoin de monnaie en Europe, et qui n'était pas du tout rempli, et du coup là, ça va permettre de le remplir. Bref, tout ça nous mène du coup au phénomène des enclosures. On parlait de marchandisation, il s'avère que en Angleterre, en 1290, il y a une loi qui passe qui s'appelle Kia Imperoes, un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est intéressante parce que cette loi, elle autorise la vente et l'achat de terres. J'en parle parce que, mais comme exemple, c'est pas un tournant dans le sens où, comme souvent, la loi elle vient entériner et légaliser un truc qui existe déjà. Du coup, j'en parle parce que c'est un peu le début du cadre légal qui va permettre de marchandiser la terre, en gros. Et du coup, à partir du moment où on achète et on vend des terres, eh ben l'acheteur, c'est à lui. Si c'est à lui, il faut pas que les autres puissent l'utiliser. Donc on sort complètement du système avec tout cet équilibre-là de droit d'usage, etc., machin, qui donne naissance au commun, et on arrive sur des gens qui sont en mode « je suis le propriétaire terrien, c'est à moi, il n'y a pas d'histoire de droit d'usage ici », donc on met des barrières autour des champs, autour des parcelles, etc., d'où le mot « enclosure » du coup, et on interdit aux paysans d'aller faire leur bail dessus. Ça c'est quelque chose qui va être marginal 13e, 16e en gros, et qui à partir du XVIIe siècle, 18e, 19e, etc. va complètement exploser, aussi parce que c'est l'époque où la puissance elle vient de moins en moins de la possession de terre, comme c'était le cas dans le féodalisme, et de plus en plus de la possession de capital, de l'investissement du capital dans des circuits de production de marchandises, etc. Comme les priorités changent, il y a une classe qui émerge, qui est la bourgeoisie, qui émerge justement de la montée en puissance de ces nouveaux moyens d'enrichissement et de pouvoir. Mais du coup, la classe dominante à l'époque, la noblesse, l'aristocratie, etc., elle va voir ça, et il y en a une partie qui vont dire « moi, jamais je me baisserai pas à faire du commerce », mais il y en a une grande partie aussi qui va dire bah, « je vais complètement investir là-dedans », rentrer dans ces nouveaux circuits-là, dans tout ce mouvement de marchandisation, etc. Ils disent « ok, il y a de la thune à se faire en fait en ayant des champs, il y a de la thune à se faire en élevant des vaches, etc. » Donc, au lieu de laisser les paysans faire leur petit bail dans leur coin, on va exploiter cette terre-là, et la manière dont on l'exploite, c'est notamment que on va prendre 3 paysans et on va leur dire maintenant je vais te payer pour aller travailler ma terre à moi, à ma place, et derrière je récupère évidemment ce qui en ressort et je la vends sur les marchés. Donc il y a la formation d'un petit salariat agricole avec notamment ce qu'on appelait des journaliers, c'est-à-dire des gens qui étaient payés à la journée pour faire du petit travail sur les champs, etc. Ça vient assez tôt ça, et notamment on va payer des paysans pour empêcher les autres paysans de venir sur les terres. Ça va donner les gardes-chasse qui sont armés d'un fusil et qui attendent sur les terres et qui vont empêcher le braconnage. Quand on parle de braconnage, on a une association négative du mot, mais en fait, à l'époque, à cette période, le braconnage, c'était juste des gens qui voulaient continuer d'utiliser leur commun. Tout simplement, quoi. Du jour au lendemain, on leur dit, t'as plus le droit, parce qu'il y a le Parlement, que je sais même pas que ça existe, il a passé une loi qui dit qu'en fait, maintenant, c'est à moi. Tu vois, et du coup, tu dégages. Et en plus de ça, j'ai payé ton voisin pour te filer un coup de fusil au cul si tu rentres sur ces terres-là, tu vois. Alors que toi, tu dépends complètement, ta vie et nourrir tes enfants, etc., ça dépend complètement de ça. Violence de trucs. Voilà, on a sur toute la période des mouvements de résistance de gens qui vont essayer de continuer à utiliser les communs. C'est pas parce que le truc est privatisé que c'est terminé. A buckadoe, believe it so, a pheasant or a hare was set on earth for everyone quite equally to share. So poachers bold as I unfold, keep up your gallant hearts, and think about those poachers bold that night in Rufford Park. Now the keepers, they came on with flails against the poachers and their cause, and no man there again would dare to break the rich
Il y a un historien qui s'appelle Edward Thompson, qui est très connu parce qu'il a travaillé là-dessus. Il parle, je cite, d'un vol organisé par une classe au détriment d'une autre, conformément aux lois édictées par un parlement de propriétaires. Donc on a vraiment des gens qui accèdent au pouvoir et qui utilisent ce pouvoir-là pour privatiser derrière leur truc au détriment de... à l'époque, c'est 95% de paysans, quoi. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y avait les communs, il y avait ce truc de polyculture et de polyélevage. Bah forcément, à partir du moment où on a des parcelles qui, évidemment, sont plus les petites parcelles des communs, parce que les gens, ils en achètent 48, donc c'est des gros machins. Comme eux, ils veulent commercialiser, bah ça suffit d'avoir des carottes par là, et puis des tomates par ici. Bon, il n'y avait pas les tomates à l'époque, mais... j'en sais rien, du blé ici, tu sais, ils vont être en mode spécialisation. Donc, full monoculture, et puis full mono-élevage aussi. Le rapport à l'environnement, il change aussi, de fait. On commence à voir des centaines de vaches laitières, donc qui sont spécialisées dans juste faire du lait, qui sont parquées dans des étables dont elles ne sortent jamais. C'est le moment où on a les immenses troupeaux de moutons, que jamais un paysan avant pouvait avoir, quoi. Il y aura 5 moutons, mais voilà. Là, on commence à avoir des centaines, des bétails de centaines de têtes, milliers de têtes, etc. C'est mi-XVIIe siècle qu'on abandonne le système de jachère. Ça, je trouvais ça intéressant parce que ça montre justement comment tout est lié. C'est qu'on abandonne le système de jachère à partir du moment où on se rend compte qu'on peut alterner des cultures normales avec certaines plantes qui sont identifiées comme ayant des caractéristiques particulières qui permettent une régénération plus rapide des sols par rapport à juste laisser le sol comme ça sans rien dessus pendant une année. Et il s'avère que pas mal de ces plantes sont en fait des plantes fourragères qui permettent donc d'aller faire paître les grands troupeaux. On peut se permettre d'avoir plus de bétail, donc on peut se permettre aussi d'avoir plus d'engrais, parce qu'à l'époque l'engrais il est forcément naturel, donc on peut se permettre aussi d'avoir des rendements agricoles qui explosent, etc. C'est toujours pareil, c'est qu'en fait il y a des phénomènes qui débloquent la possibilité d'autres phénomènes et qui sont des conditions d'existence d'autres phénomènes, etc. Et typiquement en fait cette spécialisation et le fait de rassembler sur les mêmes terres beaucoup de, par exemple, une seule variété de moutons à laine, etc. Bah, ça permet une production de masse de marchandises. On peut commencer à faire voilà, la production de masse, etc. Quand on parle des communs, on parle beaucoup de champs, etc. Mais un cas qu'on oublie pas mal, c'est les forêts. On a dit que les gens ils avaient le droit d'usage d'aller ramasser du bois, etc. À partir du moment où on commence à privatiser tout ça, on a aussi une surexploitation complète des forêts, notamment en France pour le coup. Alors j'ai pas de source de ça, c'est juste un copain qui m'avait dit ça. On est genre le seul pays d'Europe à plus avoir de forêts natives en France. Ça vous dit quelque chose ? Ok, voilà. Que c'est que des trucs qui ont dû être replantés en fait dans les 300 dernières années parce que 17e siècle, 18e siècle, on a tout coupé. Il y a un mec qui s'appelle Colbert dont on va reparler parce que c'était le principal ministre de Louis XIV et il était à l'initiative de pas mal de... Ça a été un peu un tournant en France, son ministère. C'est en 1669, il fait l'un des premiers grands règlements des eaux et des forêts, ça s'appelait je crois. Quand on entend réglementation, on se dit ah chouette, on va arrêter d'avoir une exploitation sauvage, etc. Mais ça réglemente au profit des marchands et des propriétaires terriens et au détriment des paysans qui pouvaient aller dans ces forêts pour prendre un peu de bois de chauffage, etc. Il y a une vraie rationalisation de l'exploitation, quoi. On est, au fur et à mesure, on est en mode ok, cette forêt-là, on va la défoncer, après on va passer à celle-là. Et puis cette exploitation, comme je l'ai dit, elle est évidemment dans une perspective commerciale, c'est-à-dire que tout ce bois-là, il va être utilisé pour faire des marchandises. À l'époque, et ça c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a un vrai alignement des intérêts entre la bourgeoisie marchande et l'État. Il y a une espèce de doctrine dominante qui s'appelle le mercantilisme. Colbert, c'est le représentant du mercantilisme en France, qui dit que l'objectif de l'État, c'est d'avoir de la thune, et on a de la thune en faisant du commerce. Concrètement, ça dit que les intérêts de l'État et les intérêts de la bourgeoisie marchande qui dominent du coup le commerce sont complètement liés. C'est-à-dire que l'État, il doit dynamiser le commerce. Et pour commercer, il faut des marchandises, donc il doit aussi dynamiser l'industrie, ou les débuts de l'industrie à l'intérieur du royaume, quoi. L'exploitation des forêts notamment, elle va être utilisée à la fois pour les marchandises, mais aussi pour fabriquer des navires qui sont dans des arsenaux qui vont être utilisés par des compagnies maritimes privées, marchandes. Donc on a vraiment toute une imbrication entre les intérêts de l'État, les intérêts de la bourgeoisie naissante et qui commence à être quand même pas mal puissante, etc. Et la destruction de ce qui permettait aux paysans de vivre. Pardon, on est sorti un peu là de l'Angleterre. On va rester encore un petit peu en dehors de l'Angleterre. Il y a un mec qui s'appelle Karl Marx qui a écrit dans sa prime jeunesse une série d'articles sur les voleurs de bois. Lui, il s'est vraiment beaucoup intéressé aux communs. C'est lui qui a mis un peu sur le devant de la scène le fait que les communs et la privatisation des communs, elles ont permis le développement du capitalisme. Et il s'est notamment intéressé aux voleurs de bois en Allemagne de l'Ouest. Il montre comment, c'est un peu pareil qu'en Angleterre, il y a des lois qui passent, qui reviennent sur tous ces droits d'usage et qui privatisent à fond les terres, etc. La conséquence de tout ça, c'est que les paysans, ils peuvent plus vivre dans leur village, forcément, parce qu'ils n'ont plus aucune terre pour faire paître leurs vaches
et qu'ils ne peuvent plus planter, et que en plus de ça, il y a la destruction de toutes les solidarités dont on a parlé, tout ça. Donc forcément, ils doivent partir de leur village, et du coup, ça va donner naissance à la classe ouvrière, en fait, qui va permettre de nourrir les usines de la révolution industrielle, mais même avant ça, des manufactures, mais on en parlera un peu plus tard. Du coup, il y a deux volets dans cette histoire de commun. Premièrement, il y a la concentration des terres, la fin de tous ces trucs de droit d'usage et l'émergence de la propriété privée, vraiment comme on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dire toutes ces terres-là, elles sont à moi, je suis le seul à pouvoir les utiliser de la manière que je veux, etc. Et de cette manière-là, c'est de manière marchande. Et il y a le deuxième volet, dont on n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Tous les États d'Europe font passer toute une série de lois du XIVe siècle jusqu'à, en vrai, encore aujourd'hui, qui criminalisent ce qu'on appelait à l'époque le vagabondage. C'est-à-dire que les gens, ils sont obligés de quitter leur village. Par contre, à partir du moment où ils quittent leur village, ils sont hors la loi. Ils n'ont pas le droit de vivre, en fait, comme ça. Donc, forcément, le seul endroit où ils peuvent aller, c'est dans des villes où il y a besoin de main-d'œuvre, pour justement, après, ce sera les usines. Mais là, c'est déjà les circuits de production capitalistes ou pré-capitalistes, les circuits de production marchands, quoi. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on voit avec la destruction des communs, mais on voit que ça touche à d'autres phénomènes, c'est concrètement la destruction de la paysannerie, sa transformation en classe ouvrière, et aussi la séparation, c'est ce qu'on disait, entre les producteurs et leurs moyens de production. Parce que les producteurs, au fur et à mesure on leur enlève les terres, ils sont appauvris, etc., ils doivent quitter leur village, ils débarquent dans les villes avec rien. Rien, ou plutôt ils débarquent dans les villes avec une chose. La seule chose qu'ils peuvent vendre pour obtenir de la monnaie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là on passe dans une société où il faut de la monnaie pour vivre, ils peuvent vendre leur force de travail. Exactement. Le mot technique pour parler de quelqu'un qui n'a que sa force de travail à vendre, c'est prolétariat. Je sais que ça fait très vieux soviétique de dire prolétariat, tu vois, camarades, etc. Mais en vrai, c'est le terme technique. Donc, ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. Ils n'ont pas le choix et ils vont être... Thompson, du coup, dont je parlais tout à l'heure, son grand bouquin, il s'appelle... c'est pas l'émergence, c'est la constitution, ou je sais plus comment il s'appelle, mais il parle de la constitution de la classe ouvrière, quoi. C'est le titre de son grand bouquin, et pour ça, il parle de la fin des communs, et la destruction des solidarités, et voilà. Donc ça, les lois anti-vagabondage, on en a 14e siècle, vraiment féodalisme encore. François Ier, il en envoie un paquet, Louis XIV, évidemment, il en envoie un paquet, Napoléon, il en envoie un paquet. On retrouve les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire que quand t'as des lois qui criminalisent la mendicité, par exemple, c'est la même chose. Ce qui se joue, alors c'est pas ce qui se joue forcément dans les... Si tu demandes aux gens qui font ces lois-là, c'est pas forcément ce à quoi ils pensent. Il y a une différence toujours entre les idées et vraiment les phénomènes sous-jacents, les grands courants qui font qu'on fait des trucs. Mais concrètement, en fait, on bloque toute possibilité de vivre en dehors du salariat, quoi, concrètement. C'est pour ça aussi que on n'aime pas les Roms, les gens du voyage, etc. Il y a aussi des trucs de racisme, etc. par-dessus. Mais c'est l'un des trucs. On vit dans une société où on ne tolère pas la possibilité de vivre différemment que dans le salariat. Voilà. Et même, ça nous fait peur, quoi. Et pas que aux décideurs, ça fait peur aux gens. Un dernier point qui peut être intéressant, mais je sais pas si ça vous intéresse vraiment ou pas, tout ça. Ouais, c'est bon. Ok. Ça va alors. Un dernier truc qui est intéressant, c'est qu'on a vu du coup, donc on fait partir les gens de leur village, on les envoie dans les villes où ils n'ont pas d'autre choix que vendre leur force de travail, donc devenir concrètement des ouvriers, même si ça on peut nuancer, c'est quoi un ouvrier, c'est quoi un artisan, etc. tout ça. Mais du coup, pour dire à quel point il y a vraiment un système, c'est pas juste comme ça, des petites lois tentant, il y a un système, c'est qu'au même moment aussi, c'est-à-dire mi-XVIIe siècle, et puis ça va continuer jusqu'à récemment, en fait, jusque début XXe, etc., un philosophe qui s'appelle Michel Foucault, il parle du grand enfermement. Tous les pauvres, on va les enfermer dans des hôpitaux généraux. En France, on dit ça comme ça. En Angleterre, c'est les workhouses. En Allemagne, alors j'ai noté parce que l'accent, c'est pas ça. Mais en Allemagne, on a un truc qui s'appelle les Zuchthausern. Aux Pays-Bas, on a les Tuktuis, machin. Tout ça, c'est des institutions où on enferme les pauvres. Mais pas juste on les enferme, on les met au travail. Toujours dans cette optique-là il faut qu'on dynamise l'industrie au sein du royaume pour pouvoir produire des marchandises, pour faire du commerce à l'international. Ça va nous rapporter de la thune, et cette thune-là, c'est ça qui fait la grandeur de l'État. Ou pas, voilà. C'est-à-dire, on les met au travail? On les met au travail dans des ateliers qui sont en fait dans les c'est pas des hôpitaux, c'est des espèces de prisons / manufactures en fait. Ah, ok. C'est pas des asiles, puisque les asiles, il n'y avait pas de... Foucault, il le voit par l'angle de la folie. Oui. Parce que lui c'est ce qui l'intéressait, etc. Mais en fait à ce moment-là on rassemble dans les mêmes lieux les fous, avec des guillemets, mais aussi les pauvres, et tous les types de pauvres, parce qu'à l'époque aussi on commence à faire la différence entre des bons pauvres et les mauvais pauvres. Les bons pauvres c'est ceux qui peuvent pas parce qu'ils ont un firme, etc. Les mauvais pauvres c'est ceux qui justement veulent pas ou refusent ou vivent de la mendicité, vivent du vol, de la prostitution aussi. Tous ces gens-là on les fout dans les mêmes endroits.
beaucoup de prostituées aussi, qu'on enferme là-dedans, et on les met au travail. Il y a une gravure qui est hyper connue, c'est en Angleterre du coup, c'est une maison de travail pour prostituées, où on les voit du coup faire les cordes pour les nœuds coulants là, pour pendre les gens. Donc ouais, oui, mais il y a aussi ce truc-là c'est aussi une période ultra violente, où on réprime complètement, y compris par la peine de mort, le vol, le fait de pas vouloir travailler, etc. Notamment en Angleterre où c'était vraiment turbo violent. Donc voilà, comme il disait Thompson là, c'est vraiment une suite de lois qui est faite par des gens qui sont dominants, etc. Et c'est pour ça qu'on étudie aussi beaucoup le cas de l'Angleterre, c'est que c'est assez évident. Mais en fait, ça va arriver aussi en France, ça va arriver aussi en Allemagne, enfin dans les États allemands à l'époque. Et ça va se faire de manière un peu différente, dans des temporalités un peu différentes, etc. Moi, je connais moins la France. Ce que je connais en France, c'est un peu, il y a deux moments. Premièrement, il y a un moment à partir du début du XVIe siècle où, pour plein de raisons, il y a un exode rural massif. Déjà, il y a la peste qui est arrivée en Europe en 1347, qui a tué 50% de la population européenne en 5 ans, et qui veut juste pas partir. 2 siècles plus tard, on continue d'avoir des épidémies très régulièrement. À Paris, c'est genre 1519, 1522, 1731, et ça s'arrête pas, ça va continuer hyper tard. Le dernier grand épisode en France, c'est 1720, c'est la peste de Marseille, et elle tue un peu moins de la moitié des Marseillais et un quart des Provençaux, en quelques semaines. Chaque épidémie détruit des villages entiers, et les survivants vont aller dans les villes pour continuer à vivre. Il faut savoir que dans les villes, à ce moment-là, c'est les premières politiques sociales, avec des gros guillemets, qui sont mises en place. Il y a des greniers où on stocke des graines et de la nourriture, et qu'on peut redistribuer comme ça en cas d'urgence. Il y a aussi, dans les grandes villes, comme à Lyon par exemple, un système de taxes communales. On taxe les habitants de la ville, et ce qui est récupéré est redistribué aux plus pauvres derrière, sous une forme de charité communale. C'est la ville qui fait la charité dans son ensemble, c'est un truc qu'on invente à l'époque. Et puis il y a aussi la guerre. Tout le XVIe siècle, c'est des guerres à répétition. La première moitié, c'est contre l'Italie, où on fait genre 11 guerres en 50 ans. Et la deuxième moitié, c'est les guerres de religion, c'est les guerres civiles qui durent aussi 50 ans, etc. Mais aussi, l'armée, c'est pas comme aujourd'hui, où soldat, c'est un métier avec un salaire, etc. À l'époque, les soldats, ils vivent surtout du pillage des villages dans lesquels ils passent, y compris ceux de leur camp. Autant dire que les 11 guerres contre l'Italie suivies des 8 guerres de religion, on les a bien sentis passer dans les campagnes. Et puis à l'époque, pas mal de soldats sont embauchés juste le temps de la guerre. Quand c'est fini, ils sont dégagés, ils ont plus une thune, mais ils sont genre 200 mecs, armés, donc maintenant on est des brigands. Et ils ravagent les campagnes, en tout cas jusqu'à la prochaine guerre où ils pourront se refaire embaucher comme soldats. Il y a une destruction des campagnes monumentales à l'époque, du coup il y a vraiment un exode rural monumental. Début du XVIe siècle, c'est vraiment massif. Et je sais qu'il y a une deuxième date un peu importante en France, c'est 1789, pendant la Révolution, la nationalisation des biens du clergé. Le terme technique, c'est les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation. Et la nation, après, elle va les vendre. On récupère les biens du clergé, pour des raisons qui sont complètement légitimes aussi, voilà. Mais contrairement à ce que le texte de la loi dit, on va pas juste les mettre à la disposition de la nation. On va les vendre. Et forcément, c'est des gens qui ont de l'argent qui vont les racheter. En l'occurrence, la bourgeoisie, vu que la noblesse, elle est surtout occupée à essayer de pas perdre sa tête. En France, il y avait énormément de communs qui appartenaient au clergé. Donc quand ces terres ont été vendues, la paysannerie, elle a été dépossédée des communs, et la bourgeoisie, elle s'est appropriée, elle a privatisé le territoire national. Au passage, on a fait exactement la même chose avec toutes les terres des nobles qui ont quitté la France révolutionnaire, qui se sont réfugiés dans les monarchies voisines et qui ont essayé de mener une contre-révolution. Eux, on les appelait les émigrés ou les réactionnaires. C'est pour eux que le mot il a été inventé, le mot réactionnaire. Il y en avait plein. Et pareil, leurs terres, elles ont été confisquées, vendues à la bourgeoisie. Donc tous les communs qu'il y avait dessus, ils ont été privatisés. Et du coup, il va y avoir une dépossession. Mais ça va se faire par d'autres moyens que en Angleterre, ça va être sur une période un peu plus longue. Je vais pas dire que c'était doux parce que c'était pas doux, mais c'est pas la même brutalité vraiment qu'en Angleterre, quoi. J'avais fait une vidéo il y a 1000 ans sur les enclosures et la privatisation des communs, en parlant par le biais des chansons et poèmes populaires des paysans anglais à l'époque, parce qu'il y a toute une tradition de poètes paysans en Angleterre en particulier, et du coup ils ont laissé des témoignages sous forme de chansons, etc. Donc j'en avais noté 2 qui peuvent être intéressantes, parce qu'elles montrent exactement ce qu'on disait. La première, 1837. Autrefois, les pauvres pouvaient utiliser les communs pour élever quelques vaches, mais ils ont tous été raflés, les riches se les sont appropriés. Désormais, un homme sans emploi ne peut gagner suffisamment pour éviter à sa femme et ses enfants d'être affamés. Les riches l'embaucheront pour quelques centimes par semaine, le diable les punira pour leur cruauté. Donc on a vraiment le tournant de les communs où on peut élever des vaches, et derrière,
Un homme sans emploi ne peut gagner d'argent, enfin pas suffisamment d'argent, et puis le salariat en fait, où c'est les riches l'embaucheront pour quelques centimes par semaine. Donc vraiment ce petit couplet il montre complètement la trajectoire. Le deuxième, donc 1802, donc encore plus tôt. Désormais tous les champs appartiennent à un seul, leurs occupants ont été bannis, leur vie s'est écroulée. Désormais l'ouvrier pauvre erre dans des villes surpeuplées où anéanti, il meurt lentement. Naissance de la classe ouvrière miséreuse des villes, etc. Là vous avez un chat. Clovis. Quand on parlait de perte de contrôle du majeur, il y a aussi la perte de contrôle des temps de loisirs et des temps de non-travail. Ça, c'est hyper important. Et du coup, j'ai un petit poème paysan, je crois, je sais plus, qui date de 1639, donc un vieux truc, qui est une exagération de ce qui se passe vraiment, mais qui montre aussi qu'il y avait énormément, en vrai, de temps de loisirs, etc. Enfin, énormément. Il y avait beaucoup de temps de loisirs par rapport à... Enfin, il y a eu une perte de qualité de vie monumentale, quand même, au XVIIIe siècle, etc., XIXe siècle. Donc, le dimanche, c'est tout un jour chômé. Mais chacun sait que lundi est frère de dimanche. Donc on ne travaille pas lundi non plus. Et que mardi en est un autre. Hein, mercredi, il faut aller à l'église prier. Donc on ne veut pas travailler. Jeudi est à demi chômé. On travaille un peu mais pas trop non plus. Vendredi, il est trop tard pour se mettre à filer. Hein, et samedi est encore à demi férié. Voilà. Donc, voilà. Et en parallèle, on a aussi, alors... eux comme c'est des gens moins rigolos, ils écrivent pas des poèmes et des chansons, mais tous les bourgeois, les marchands et tout, ils écrivent des lettres où ils s'offusquent de ce qui se passe. Alain Beer, là, il cite un intendant royal de Louis XIV, je crois, qui est envoyé à je sais plus quelle région, là. Il arrive, tous les bourgeois du coin lui envoient des lettres en disant « mais ici, personne travaille et tout ». Et du coup, il envoie une lettre au roi, là, en disant « la fainéantise est si grande en ce plat pays, donc la campagne, qu'il faudra beaucoup de travail pour forcer ces gens-ci à travailler de la bonne manière ». Et eux, ils pètent un câble. Eux, ils sont en mode « mais ça va pas, pourquoi les enfants, ils jouent dans les champs, il faudrait qu'ils travaillent ». Voilà, on a un milliard de citations d'époque où les gens pètent un câble, quoi. Donc ouais, je vous ai mis un tunnel, évidemment, comme toujours. On est là pour Okay. on est là pour le tunnel. Alors, ça va. Ça filme toujours ? Oui, ça filme toujours, ok. On voit la formation de la classe ouvrière, en fait, avec les enclosures, qui, du coup, va nourrir les usines de la révolution industrielle. Mais en fait, les usines, elles sortent pas de nulle part. Je pensais que c'était intéressant de revenir sur comment on passe d'une production domestique à des grandes usines. Le textile, ça va jouer un énorme rôle là-dedans, et ça recoupe aussi, même si je peux moins entrer dans le détail, les techniques de production. On parlait de comment les gestes sortent de la sphère domestique pour entrer dans l'industrie. C'est exactement ça, quoi. Tunnel numéro 2. C'est bon ? Ok. Ah, super. Du coup, voilà, sur la même période, parce qu'on a dit tout ça, c'est la même période, hein, c'est 15e, 19e siècle, c'est une grande période, mais c'est le même mouvement. On a pas seulement la séparation des producteurs et des moyens de production, on a aussi la perte de contrôle des travailleurs et des travailleuses sur leur processus de travail, donc notamment sur leurs gestes, etc. Et sur leur rythme de travail et tout ce qu'ils font et tout ça. Il y a des espèces de grandes étapes. Le premier cas pratique qui permet de voir la première étape, c'est justement la manufacture de drap de lin du pays de Saint-Brieuc en Bretagne. Les grandes dates, elle apparaît doucement au XVIe siècle. Elle se structure vraiment, et on va en parler sur la forme qu'elle prend et qui est intéressante au début du XVIIIe, et elle s'effondre complètement au début du XIXe. Et ce à quoi j'ai fait allusion plus tôt, quand elle s'effondre, c'est un traumatisme collectif monumental, parce qu'on a genre 40 000 personnes qui se retrouvent à pas pouvoir vivre, et qui du coup vont aller dans les villes industrielles, quoi. Et tout ça, ça commence justement par ce qu'on disait, l'autoproduction textile de paysans qui sont en fait des paysans artisans. C'est-à-dire que en Bretagne, ou plus précisément dans la région qui s'appelle le pays de Saint-Brieuc, au XVIe siècle, on a des paysans qui essaient de cultiver des trucs et qui, en parallèle, comme un peu partout, tissent leurs propres vêtements à partir de toiles de lin. Ce lin, il vient de la région d'à côté, qui s'appelle le Trégor, et là-bas, il est cultivé par des paysans. Pour passer de l'un à l'autre, on a des petits marchands qui font des allers-retours. Ils achètent le surplus de lin dans le Trégor, ils le transportent dans le pays de Saint-Brieuc, et ils le revendent aux paysans. Ces paysans, ils en font des toiles de lin, et lorsqu'ils ont un surplus, on a d'autres marchands qui débarquent, qui achètent ce surplus de toile, et qui le revendent dans les villes du coin. Si les habitants des villes peuvent s'habiller, c'est parce qu'il y a ce petit commerce régional-là qui s'est développé. Bref, les paysans du pays de Saint-Brieuc sont en réalité des paysans artisans, qui font les deux activités. Et ça tombe bien parce qu'il y a de gros problèmes dans le pays de Saint-Brieuc, qui sont déjà des problèmes internes. Le sol, il est extrêmement acide, donc c'est très compliqué en fait de vivre de l'agriculture. Il y a régulièrement des récoltes qui sont absolument déplorables et où du coup c'est la famine. Et puis il y a une spécificité aussi qui est assez caractéristique de pas mal de choses qui se passent dans le féodalisme, c'est ce qu'on appelle le domaine congéable, c'est-à-dire que le seigneur du coin va savoir pourquoi. Son truc, c'est de dire, quand un paysan loue une parcelle de terre, on fait un état des lieux entrant. Le grenier, il y a 3 fenêtres, et puis 2 murs, et puis machin. La maison, elle fait de cette taille-là, etc. Tout est millimétré. Le jour où vous mourrez, ou le jour où vous décidez de partir, il faut qu'il y ait exactement la même chose. Il peut pas y avoir plus, il peut pas y avoir moins. Donc forcément, les gens, ils peuvent rien construire, ils peuvent pas améliorer les rendements agricoles en faisant des travaux, ils peuvent pas changer les terres, ils peuvent pas faire un système d'irrigation un peu différent, etc. Ils peuvent rien faire.
Ok. Ces deux caractéristiques locales-là, déjà c'est compliqué de faire... En plus, on n'est pas aidé. En plus, on n'est pas aidé par le maboule du coin, là. Forcément, les gens, ils vont être amenés à... Disons qu'il y a une facilité à se dire, bon, on va peut-être moins se concentrer notre temps de travail sur l'agricole, et plutôt se dire comment on peut produire quand même plus de chemises de lin pour le vendre aux marchands pour se faire un peu d'argent. Donc on est aussi dans ces dynamiques-là de marchandisation ou de monétarisation, où du coup, là, de fait, on commence à quitter un peu un truc de on va planter nos propres carottes, et on passe à comment on va vendre des chemises pour pouvoir acheter du pain à un mec qui va faire du pain un peu plus loin, quoi. Voilà. À tel point qu'il y a un proverbe très simple qui apparaît dans la région à ce moment-là, c'est pas de lin, pas de pain. Voilà. Donc c'est un peu marrant, mais en même temps c'est un peu triste aussi parce que ça veut dire que du coup les gens ils sont obligés de... C'est des paysans artisans mais qui en fait délaissent de plus en plus le côté paysan pour se concentrer de plus en plus sur le côté artisan. Ça va donner énormément de pouvoir aux marchands, qui sont à la base des petits marchands, qui sont parfois aussi des paysans artisans. Hein. Les premiers marchands, ils sortent pas de nulle part. C'est des paysans qui, en fait, ils ont un cheval, un truc, un machin, il s'avère que... Et du coup, quand la récolte, elle est un peu bidon, ou quand il y a un mois de décalage entre les récoltes, ou j'en sais rien, ils prennent leur cheval, ils vont dans la région d'à côté, ils achètent, et puis ils reviennent, etc. C'est des gens comme les autres à la base. Hein. Ces gens-là, du coup, ça va leur donner pas mal de pouvoir, parce que on a ce truc-là où il y a le lin qui est produit dans le Trégor, les marchands qui font le trajet, qui le vendent aux artisans paysans, et puis derrière qui récupèrent le surplus de textiles, ils contrôlent les entrées et les sorties. Quand tu contrôles les entrées et les sorties, tu peux faire un peu du chantage, tu peux dire à quelqu'un qui du coup dépend de plus en plus de ses revenus textiles, tu peux lui dire bah en fait moi je vais te l'acheter beaucoup moins que la fois d'avant, parce que de toute façon si tu refuses, moi je sais très bien qu'il n'y a pas d'autres marchands trop dans la région, etc. Donc c'est la famine et puis tes enfants tu vas pas pouvoir les machins. Donc on a un rapport de dépendance qui se met en place des paysans / artisans envers les marchands. À noter pour faire un parallèle, mais à Lyon les canuts, y compris aux grandes heures du coup de la manufacture de soieries de Lyon, c'était vraiment la même chose, c'est-à-dire que les marchands ont jamais été officiellement des patrons, des employeurs. Par contre, le pouvoir monumental qu'ils avaient sur les canuts, c'était de dire, en fait, c'est moi qui te donne la matière première et c'est moi qui récupère ton produit final. Donc si j'ai envie, je récupère pas ton produit final, tu as travaillé pour rien et puis bon courage. Et si j'ai envie, je te donne moins de matière première. Et si j'ai envie, d'ailleurs, je te fous au chômage. Donc vraiment, ce rapport de dépendance-là, il est monumental. Il va faire que s'accélérer parce que à chaque hiver difficile, du coup, on a des gens qui peuvent pas manger, donc qui du coup cherchent désespérément un marchand pour leur acheter des draps de lin et tout ça. Et les marchands, ils sont assez malins. Ils vont faire comme on continue de faire d'ailleurs aujourd'hui. Ils vont endetter les paysans. Le paysan, il vient en disant, j'ai pas bouffé cet hiver-là, c'est la catastrophe. Le marchand dit, t'inquiète, je te donne une bourse bien remplie d'or et d'argent. Il y a évidemment des intérêts, etc. Mais de toute façon, le marchand, il sait très bien qu'en fait, il pourra pas rembourser. Et quand tu peux pas rembourser, tu es complètement sous dépendance de quelqu'un. Et notamment, comme on fait encore aujourd'hui, quand tu peux pas rembourser des dettes, on peut s'emparer de tes biens. Donc il y a pas mal de marchands qui vont s'emparer des biens des paysans / artisans, et notamment de leurs moyens de production, typiquement du métier à tisser. Là encore par d'autres moyens que la privatisation des communs, mais il y a une séparation entre les producteurs et leurs moyens de production qui passe entre les mains des marchands. De temps en temps c'est encore plus sournois, c'est-à-dire que comme le métier à tisser appartient aux paysans, c'est à sa charge de le réparer, de le construire quand il y a un problème, etc. Et il y a des pièces du métier à tisser qui coûtent plus ou moins cher, et qui sont plus ou moins compliquées à entretenir, etc. Donc de temps en temps, le marchand, au lieu d'endetter en argent, il va endetter en nature, c'est-à-dire qu'il va dire « Tiens, regarde, j'ai un surplus du harnais, du métier à tisser, les pièces qui coûtent le plus, qui sont les... Voilà, je te le file. En échange, tu me fais une réduction sur tes chemises. Au fur et à mesure, tu donnes des pièces, et puis à la fin, le métier à tisser, en fait, c'est le tien, quoi. Voilà. C'est quoi, c'est le bateau de Thésée, c'est ça? Où on change une planche par une planche d'un bateau, et à la fin, est-ce que le bateau est toujours le même? Là, c'est un peu pareil, sauf qu'à la fin, le métier à tisser, il appartient... toujours le même, mais il appartient au marchand, quoi. Il a changé de main au passage. Voilà. Et notamment un truc que les marchands vont exiger en échange de soit l'effacement des dettes, soit le report des dettes, etc., c'est l'exclusivité. Parce qu'il y a plein de marchands qui eux-mêmes sont... Enfin, il y en a plusieurs qui eux-mêmes sont en concurrence, et ils vont dire, bah en fait, toi, tu vas me vendre que à moi. Et alors là, c'est encore plus la catastrophe, parce que du coup, tu me vends qu'à moi, bah alors si je décide de pas t'employer, de pas t'acheter tes machins, t'es au chômage, forcé. Donc il y a un chantage au chômage monumental qui va avoir lieu dans toute la période. Les canuts à Lyon, c'était pareil, on leur disait, arrêtez de demander des meilleurs prix, parce que sinon... Juste on s'entend même les marchands ils sont en compétition mais aussi ils ont des intérêts de classe partagés et ils savent très bien, donc de temps en temps ils s'entendent aussi en disant lui on arrête de l'employer. On va plus le donner à bouffer pendant ne plus lui passer de commande plutôt pendant 6 mois, ça va lui passer l'idée de se rebeller, etc. Oui, parce que c'est ça que je me posais comme question, quels sont les moyens de répression des marchands, tu vois, il n'y a pas de loi. Si l'État il joue quand même un énorme rôle, alors c'est pas forcément les mêmes lois qu'aujourd'hui, etc. Mais par contre l'État il va intervenir dans des disputes notamment, et il y a des dates où l'État fige les différents rôles.
C'est-à-dire qu'il va interdire aux artisans de vendre leur toile à eux seuls, sans passer par les marchands, et il va leur interdire d'acheter des toiles, donc de devenir eux-mêmes marchands. Là où avant tu as des paysans qui s'enrichissent un petit peu et qui peuvent devenir marchands, là tu interdis complètement ce passage-là. Les canuts, c'est l'une des causes de leur première révolte 1744. Il y a un nouveau règlement de la fabrique, donc c'est le roi qui décide de changer le règlement de comment on organise la production de soieries à Lyon, sur demande des marchands évidemment. Il interdit aux canuts de vendre eux-mêmes leurs marchandises. Interdit. Ça c'est l'un des rôles de l'État. Après, pour le début de ta question qui était sur les moyens de pression, c'est le chômage. C'est j'arrête de te passer des commandes. Et ça c'est faisable, y compris quand il n'y a pas de séparation entre moyens de production et... y compris quand le métier à tisser continue d'appartenir à l'artisan. De toute façon, t'as un marchand qui contrôle en fait tes entrées, tes sorties, tes commandes, etc. Les marchands, ils demandent l'exclusivité, ils font du chantage au chômage, etc. Et ils se mettent, du coup, à contrôler absolument tout ce qui entoure le processus de travail lui-même, c'est-à-dire les commandes, donc quel produit je veux, en quelle quantité, quel motif je veux dessus, quand ça c'est des tissus à motif, quelle technique de travail je veux, quand tu... Oui, mais aussi quand tu dis ok je veux, je fais n'importe quoi, 10 draps de laine dans un mois, et que tu sais très bien qu'en fait ça met 2 mois à faire, tu sais très bien que la personne elle va bosser 18 heures par jour, tu vois. Et faire bosser aussi ses enfants et son épouse, et c'est vraiment, ça devient une unité de production domestique, quoi, familiale. Ce qui est pas anodin, c'est un symbole intéressant, c'est que le métier à tisser, il est systématiquement au milieu de l'appartement, il est dans le salon en fait, et la vie, l'organisation de l'espace de la maison se fait autour du métier à tisser. C'est vraiment, c'est ça de la vie, quoi. Les canuts, ils travaillaient dans les moments intenses, 15, 16, 17, 18 heures par jour. Ils pouvaient pas utiliser de bougies parce que sinon ça abîmait la... Voilà, donc ils travaillaient vraiment du première lueur du soleil jusqu'à la fin, donc ils étaient aussi pressés par le temps, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où le jour est plus court, donc c'est plus compliqué, etc. Les marchands, ils savent très bien tout ça, donc ils foutent une pression continuelle, et je disais, il y a une dynamique, en fait, la dynamique qui va donner les usines, etc., c'est la dynamique de perte de contrôle du travailleur sur son processus de travail. Et là, c'est déjà une première étape, qui est que le processus de travail, c'est toujours eux qui le font, dans le secret de leur maison, en plus, donc ils ont toujours leur savoir-faire, etc. Par contre, le marchand, il commence à grappiller tout ce qu'il y a autour. Et il demande des motifs, il demande un rythme de travail de plus en plus élevé, et puis un prix d'achat de plus en plus bas, et qui en fait va finir par se fixer au minimum possible, c'est-à-dire au minimum qui permet la survie et la reproduction des travailleurs, parce que c'est un enjeu ça aussi, il faut qu'ils puissent nourrir leurs gamins, parce que sinon on n'a plus de travailleurs la génération d'après. Quand tu as un prix d'achat de commande qui devient fixe, qui devient le plus bas possible, et que en plus tu contrôles tout ce qu'il y a autour, à quel moment on arrête de parler de prix d'achat et à quel moment on parle de salaire? Parce que concrètement, dans les faits, c'est un salaire. Tu vends ta force de travail, voilà, même si, au niveau juridique, tu vois, tu continues de vendre des produits. Il faut évidemment rajouter à ça, et à Lyon c'était pareil, et c'est pareil un peu partout, les marchands qui s'enrichissent, etc., ils investissent aussi pas mal dans la pierre, et souvent, ta maison, elle appartient à ton marchand aussi. Un moyen de pression supplémentaire. Tu peux te retrouver assez vite à la rue, etc. Notamment dans les villes, parce que du coup, tu as des paysans artisans qui, au fur et à mesure où ils spécialisent dans l'artisanat, ils vont quitter la campagne, parce que du coup, ils ont des terres là qui leur servent à rien, ils vont aller dans les villes, dans des petits appartements miteux qui appartiennent à leurs propriétaires, enfin, à leurs marchands, slash patrons, même si c'est pas encore les patrons, etc. Typiquement, là, dans la manufacture de draps de lin de Bretagne, il n'y a pas que les tisseurs qui vont se retrouver sous contrôle et sous dépendance des marchands, il y a notamment les blanchisseurs, donc l'étape juste après. Les blanchisseurs qui nettoient le linge, donc. Ouais, les draps de lin, à la fin, ils sont un peu jaunâtres, à la fois pour les goûts en termes de couleur des débouchés, en fait, des nobles et tout, machin, et aussi pour le rendre un peu moins, comment on dit, dru, plus doux, quoi. Il y a un processus qui se fait dans les blanchisseries. C'était un truc qui durait mais des semaines. On foutait tous les draps dans des cuves qu'on remplissait de charbon, enfin de cendre. Donc il y a aussi toute une économie de la cendre qui se développe dans la région. On les fout dans l'eau et puis on nettoie comme ça et puis on les laisse se croupir dans l'eau pendant genre 3 jours. Après on les étend dans des grands champs qui du coup sont encore visibles aujourd'hui même si tout le monde a oublié. Mais il y a des grands champs en pente comme ça pour que ça sèche au soleil pendant des semaines. Et puis on recommence ça genre il y a 5 ou 6 cycles comme ça. Et à la fin il y a toutes les impuretés qui sont parties et ne reste qu'un drap blanc étincelant, tu vois. Et beaucoup plus doux. Les marchands, en fait, ils vont utiliser cette position de pouvoir
pour réorganiser la production. Et ils vont la réorganiser dans un truc qu'on va appeler une manufacture dispersée. Je vais donner le détail de comment ça fonctionne et puis on comprend très vite. On parle de lin, le lin c'est une plante, donc il faut des graines. Et ces graines, elles viennent de Lituanie. Elles sont achetées sur place par des marchands de Lübeck, en Allemagne. Eux, c'est des méga gros marchands. Ils transportent les graines en bateau vers la France et ils les vendent aux marchands de Roscoff, en Bretagne. Généralement, les navires partent de Lituanie en décembre et ils arrivent fin février. En parallèle, les paysans du Trégor, où on plante le lin, font jusqu'à 50 km à pied vers Roscoff pour acheter des graines en sachant très bien que repartir les mains vides reviendrait à signer l'arrêt de mort de leur famille. Donc ça fout, les marchands, y compris de graines, ils ont une position de pouvoir là-dessus. Au passage, les marchands de graines de Roscoff, ils faisaient un truc absolument horrible, c'est-à-dire qu'ils vendaient en fait baril par baril, et à chaque fois ils disaient « Ah, c'est mon dernier baril !» Ils explosaient complètement leur marge parce qu'il y avait une pression monumentale, les gens ils se battaient pour avoir des graines de lin, etc. Les paysans, ils ramenaient ça dans le Trégor, où ils plantaient le lin début avril, et 4 mois plus tard, c'est la récolte. Mais ça s'arrête pas là, il y a tout un circuit de traitement du lin pour pouvoir en faire des fils qui peuvent être tissés. Il y avait notamment un truc qui s'appelait une étape qui s'appelle le ruissage, c'est dans des routoirs. Il y a des bras de mer en Bretagne un peu partout là. On construisait des grandes cuves qui se remplissaient et se déremplissaient avec la marée. On foutait le lin là-dedans pendant hyper longtemps, et en fait ça enlevait tout plein d'impuretés, de machins, ça séparait notamment l'écorce de vraiment le textile en fait à l'intérieur, etc. Soit dit en passant, c'est aussi l'un des premiers cas de pollution massive pré-industrielle. C'était ultra polluant, ça flinguait les poissons sur des kilomètres à la ronde. Donc c'est aussi un cas intéressant de comment la pollution, en fait, elle vient pas maintenant, elle vient depuis un moment, dès qu'il y a une production massive, etc. Tout ça. Bon, tout ça, on est toujours dans le Trégor. Ensuite, il y avait des petits marchands qu'on appelait les linotiers qui achetaient le lin aux paysans du Trégor, puis qui le transportaient vers le pays de Saint-Brieuc. Ils faisaient le tour des marchés du coin. Il y en avait notamment à Quintin, Uzès et Loudéac, et ils vendaient le lin à des fileuses. Les fileuses, elles extraient vraiment le cœur du textile du lin, et avec une quenouille ou un rouet, elles les transforment en fils de lin prêts à être tissés. Une fois que c'est fait, elles retournent sur les places des marchés et elles vendent ces fils à d'autres petits marchands qu'on appelle les filotiers et qui, à leur tour, les revendent aux fameux tisseurs. Les tisseurs, ils font des toiles de lin. Ensuite, ils vont au marché de Quintin. Il faut savoir qu'au marché de Quintin, il y a entre 400 et 1000 tisseurs qui y vont tous les jours. C'est là qu'ils vendent les toiles à des marchands de toiles. Et alors eux, ça commence à être de gros marchands. C'est-à-dire qu'il y en a 80 en fait dans toute la région. Là, ils se partagent vraiment le marché. Ils envoient ces toiles dans leur blanchisserie avec leurs blanchisseurs. Une fois qu'elles sont bien propres, bien blanches, les marchands les récupèrent et ils vont à Saint-Malo. Là-bas, ils les font plier d'une manière très particulière par des salariés spécialisés pour former ce qu'on appelait des balles, ce qui porte très mal son nom parce qu'en fait c'est pas des ronds, c'est des trucs carrés. Et puis ils vendent ces balles aux marchands de Saint-Malo qui pour le coup eux sont des giga marchands. Eux ils vendent plein de produits différents qu'ils achètent à plein de marchands spécialisés dans une certaine marchandise. Saint-Malo c'est un centre de... Tous les circuits de production en fait de toute la région vont là-bas. Et les marchands de Saint-Malo, c'est des armateurs, donc ils sont propriétaires de bateaux qu'ils envoient à Cadix en Espagne, donc au sud de l'Espagne, et à partir de Cadix, ça part dans les colonies espagnoles où ils vont vendre entre autres des draps de lin, mais pas que, parce que eux ils vendent plein d'autres trucs. Pour l'anecdote, ils passent par Cadix parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le mercantilisme et le fait qu'à l'époque il y a toute cette idée que l'important pour les États c'est d'être riche par le commerce, il y a des périodes où on interdit aux colonies de commercer avec d'autres personnes que la métropole de la colonie, pour justement dynamiser le commerce, etc. À Cadix, ils font un tour de passe-passe où ils utilisent des prête-noms, c'est-à-dire des Espagnols qui prêtent leur nom pour dire je cède ma marchandise à cette personne qui est espagnole pour pouvoir derrière vendre dans les colonies espagnoles. Okay. Le capitalisme s'est aussi beaucoup construit sur la truanderie et les limites de la légalité et le vol et la rapine, etc. Ça c'est important aussi à retenir. Mais bon, bref, on voit qu'on a un circuit de production qui part de Lituanie, qui passe par le Trégor, il y a plein d'étapes de traitement du lin, il est tissé dans le pays de Saint-Brieuc et il est vendu à Saint-Malo avant de partir vers l'Espagne, puis l'Amérique. Bon, déjà, la mondialisation, c'est pas nouveau. Mais surtout, on a un circuit de production organisé pour produire une marchandise, donc dans un objectif en particulier, mais qui en même temps est pas, contrairement à ce qu'on connaît dans les usines, etc., et ce qu'on connaît aujourd'hui dans les entreprises, qui est pas rassemblé dans un seul endroit. On a vraiment, c'est un réseau. Mais surtout, c'est un réseau avec plein d'unités de production différentes, éparpillées dans la région, et qui sont des unités domestiques. Toutes ces étapes, elles sont réalisées chez les producteurs, dans leur maison. Et ce qui fait le lien entre les différentes unités de production, c'est les marchands.
Alors parfois, ces marchands, ils se contentent d'acheter et de revendre un peu plus cher ailleurs, mais on l'a vu, il y a certaines étapes comme le tissage ou le blanchissage où ils passent directement des commandes à des travailleurs qu'ils ont plongé dans une relation de dépendance et qui dominent complètement. Donc ça, on appelle ça une manufacture dispersée. Le travail continue de se faire dans la sphère domestique, Oui, voilà. et ce qui fait le lien entre les différentes étapes, Oui. c'est les marchands. Oui, Voilà. oui, c'est Donc un réseau immense qui s'étend parfois sur plusieurs régions, etc., où les marchands sont ceux qui décident. À Lyon, les canuts, ça va être pareil, et ça va être pareil jusqu'à la fin de la manufacture de soieries, qui va avoir lieu fin du 19e siècle, quoi. Celle de Bretagne, elle s'effondre complètement dans les années 1930. Parce que du coup, à partir du moment où on produit des marchandises, il faut les écouler sur des marchés, où il y a d'autres marchandises qui sont en concurrence, il y a d'autres marchands qui sont en concurrence, etc. On peut ne pas être assez concurrentiel et se faire dépasser par d'autres marchandises, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle, la demande, elle baisse un petit peu, il y a d'autres marchandises qui sont meilleur marché, de meilleure qualité, etc., qui viennent d'ailleurs. Donc, il n'y a plus de débouchés, donc ça s'effondre. Tout ce circuit-là, donc ça fait autant d'étapes, et autant de milliers de personnes qui sont jetées dans la pauvreté d'un coup, qui sont obligées de quitter leur région, qui vont dans les villes, exode rural, et on recroise exactement le même phénomène qu'on a vu avec les enclosures, les communs, etc. C'est qu'on a des gens qui quittent chez eux pour se retrouver dans des villes où ils n'ont rien, à part leur force de travail qu'ils peuvent vendre. Ça produit du salariat, des ouvriers, des prolétaires, etc. Je vous sers ? Avec plaisir. Je ne vous ai pas servi tout à l'heure. Alors, je vais vous servir, hop là. Alors, je vais voir si j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié un petit truc, c'est qu'à partir du moment où il y a une spécialisation des différents producteurs dans une certaine étape du circuit de production, il y a donc une professionnalisation, et du coup, il y a tout un système de formation, d'espèces de diplômes qui apparaissent, etc. C'est les naissances de ce qu'on va appeler les corporations, qui aujourd'hui sont complètement oubliées, mais qui étaient le système d'organisation du travail dans une région donnée et dans des métiers donnés. Donc on avait la corporation des bouchers de Paris, la corporation des tisseurs de machin, etc. Et il y avait des règlements. L'organisation de la formation qui va apparaître un peu partout en France et qui va pas être tout à fait homogène, mais pas loin, c'est un système d'apprentissage, puis de compagnonnage, puis de maître artisan, maître tisseur, etc. Les corporations, ça va s'arrêter à la Révolution française, où ça va être interdit par la loi Le Chapelier, qui interdit toute forme d'organisation collective des producteurs, parce qu'on en a marre des grèves des grèves. On n'appelait pas ça les grèves à l'époque, mais on veut donner le moins de pouvoir possible aux travailleurs, aux travailleuses. Donc on leur interdit littéralement toute forme d'organisation collective. Ils ont une interdiction de se rassembler, de discuter, de s'organiser, d'essayer de négocier collectivement, etc. Ça, c'est la Révolution, c'est la loi Le Chapelier. Les corporations, c'est tout ce qu'il y avait avant, et qui étaient des organisations collectives qui ont deux volets, hein. C'est pas que un truc de défense. Il y a aussi une exploitation interne entre, par exemple, les maîtres tisseurs qui vont exploiter les apprentis. Qui est exploité, qui est exploiteur, de temps en temps, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le maître tisseur, il va embaucher des gens, ce qui veut dire que forcément, il garde une partie de ce qui est produit par ces gens-là, donc il se fait un petit profit, mais en même temps, lui est complètement surexploité aussi par un marchand. Donc il y a plein de nuances à tout ça. Mais du coup, voilà, il y a ce système-là de formation, vraiment, comme quand on spécialise, il y a un apprentissage, il y a des savoir-faire, etc. Donc il faut les apprendre à certains endroits. On a gardé le mot chef-d'œuvre aussi de l'époque, c'est-à-dire une pièce dont on est particulièrement fier, qui montre qu'on a bien compris tout le travail, etc., qu'on faisait sur nos propres deniers aussi. Donc ça demande du temps, ça demande plusieurs années, on travaille sur un chef-d'œuvre pendant vraiment très 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 longtemps, et à la fin, c'est un peu le truc qui montre qu'on est capable de devenir un vrai tisseur à part entière, etc. Voilà. Dans le lien l'artistique, c'est drôle de retrouver ces sémantiques-là aussi. De quoi, pardon ? De chef-d'œuvre dans le lien l'artistique et la porosité avec l'artisanat. Oui, complètement. C'est intéressant. Ah d'ailleurs, ça peut vous intéresser, j'y ai pas pensé jusqu'à présent, mais ça peut vous intéresser. Typiquement, par exemple, les canuts, c'était vraiment un truc hyper important pour eux. Les canuts, eux, c'est des artistes. Ils ont une vision de ce qu'ils font eux, ils sont pas en mode on produit des vêtements, on est des artistes. Ils parlent, il y a toute une poésie aussi canuse, toute une littérature plutôt canuse qui se développe. Merde, je me souviens plus, c'est quoi après que le ver à soie du coup a fini sa tâche, 1000 mains entrent au travail sans relâche, et les hommes tissent l'œuvre de Dieu. Ils sont vraiment dans un truc, ils produisent les plus beaux tissus qui existent, etc. C'est des artistes, quoi. Voilà. Donc il y a une fierté aussi. Forcément, à partir du moment où on se spécialise dans un truc, et à partir du moment où on fait une activité, il y a une fierté, et qu'on développe des savoir-faire, il y a une fierté. Et tout ça, évidemment, spoiler, mais tout ça, c'est aussi détruit quand on devient un ouvrier. Bah oui, bien sûr. Et qu'on devient complètement assujetti à un patron et à un processus de travail qui est un travail à la chaîne ou pas, d'ailleurs, mais voilà. Donc ça a aussi des conséquences psychologiques hyper importantes, tout ça. Donc il y a quand même un problème dans la manufacture dispersée, c'est ce qu'on a dit, c'est que le marchand il contrôle tout ce qui entoure le processus de travail, mais le processus de travail continue de se faire dans l'intimité de la maison. Le marchand n'est pas au courant de ce qui se passe concrètement autour du métier à tisser, il sait pas comment ça fonctionne, il n'a pas de contrôle dessus, il peut lui dire d'aller plus vite, etc. Mais
Il peut pas rentrer, il peut pas contrôler le processus de travail lui-même. Et ça, c'est l'un des grands problèmes de en fait la classe capitaliste, y compris aujourd'hui, c'est que le processus de travail leur échappe systématiquement, encore et toujours. On va finir là-dessus, hein, mais spoiler encore une fois du coup, la mécanisation, le fait de transformer les ouvriers en des gens qui font juste un seul mouvement, etc. C'est une tentative de s'approprier le processus de travail et de déposséder les travailleurs du processus de travail. Donc, gros problème de la manufacture dispersée, c'est ce truc-là, ce travail qui se déroule à domicile, dans le secret de la maison. Comme c'est à domicile et qu'il n'y a pas de contrôle sur le processus de travail, ça fait des marchandises qui sont de qualité très variable. Dans le textile, ça se voit pas mal. Il y a des tisseurs qui décident de rendre des trucs, alors c'est des unités de l'époque, hein, mais un pouce plus court que ce qui est demandé, un pouce plus long, etc. Il n'y a pas vraiment de standardisation des marchandises, de la qualité des marchandises. Au passage, du coup, il y a vraiment dans toute la période aussi, surtout 17e siècle et 18e siècle, etc., il y a des tentatives, notamment de la part de l'État, de standardiser les produits finis, notamment en imposant des labels, en imposant des normes, etc. On va avoir des bureaux de, comment ça s'appelait, des bureaux de contrôle, ou je sais plus comment ça s'appelait, sur les marchés, où avant de vendre, les tisseurs doivent aller emmener leur toile, et on doit vérifier que ça rentre bien dans les... Ce qu'on sait qu'on peut vendre, en fait, en Espagne et ailleurs. Donc il y a une question de standardisation, en plus, qui vient de s'ajouter à ça, quoi. Complètement, complètement. L'un des grands enjeux de la classe capitaliste, au plus elle va s'emparer du processus de travail, c'est la standardisation. C'est un truc hyper important. Un autre truc hyper important, c'est le transport. Dans une manufacture dispersée, il y a des kilomètres et des kilomètres qui sont parcourus, c'est long, ça coûte de l'argent, etc. Le capitalisme au sens large en tant que système et la classe capitaliste en tant que moteur concret de ce qui va être mis en place pousse constamment à la concentration. Déjà, là c'est ce qu'on va voir dans les manufactures, dans le travail, etc. Mais aussi, en fait, on le voit l'effet plus à échelle globale, c'est-à-dire la concentration de l'activité dans les villes, où aujourd'hui on a une population qui est principalement citadine, alors qu'à l'époque c'était l'inverse. Ça c'est pas juste le hasard, c'est pas les bienfaits de vivre dans la pollution des villes, c'est une tentative de concentrer le plus possible pour éviter les frais de transport, pour avoir tous les gens à portée de main, etc. Et donc voilà, on a dit aussi que comme le travail il est à domicile, il y a une impossibilité de surveiller ce qui se passe. Et comme on fait plonger dans la misère les artisans, ils essaient de trouver des solutions pour s'en sortir, et l'une des solutions qu'ils trouvent, et ça c'est vraiment un truc massif, c'est que quand les marchands leur filent la matière première pour faire une toile de temps, les tisseurs, ils essaient de faire la toile de temps avec le moins de matière première possible pour garder l'autre, enfin ce qui reste, un petit peu de ce qui reste, le foutre sous le lit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et à la fin, faire une toile dont le prix d'achat leur reviendra entièrement, qu'ils essaient de vendre en douce. Ça, c'est pas possible, c'est du vol. C'est du vol de matières premières. Le fait que les tisseurs ils soient dans la famine et que leurs enfants crèvent la dalle, ça c'est ok, mais ça, le vol de matières premières, c'est pas possible. Donc tout ça, tous ces trucs-là, ça va pousser les marchands à rassembler leurs artisans. Une fois que c'est leurs artisans, ils ont la possibilité de dire maintenant tu viens plus ici, tu vas là-bas pour travailler. Donc ils le rassemblent aux mêmes endroits pour mieux les contrôler et pour mieux les discipliner, et on passe de manufacture dispersée à manufacture concentrée. Ça, c'est la deuxième grande étape, et c'est une étape de plus dans la perte de contrôle du travailleur sur son processus de travail. Je mets étape entre guillemets parce que on passe pas toujours d'une étape à une autre, c'est pas parce que une manufacture dispersée a pas réussi à passer aux étapes suivantes qu'elle a fait faillite, etc. C'est pas un processus, comment dire, linéaire et avec vraiment des étapes qui doivent se suivre nécessairement, etc. Il y a des endroits où il y a des manufactures qui apparaissent directement sous une forme plus concentrée, il y en a qui restent dispersées très 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 longtemps, etc. Bref. Pour remettre sur la temporalité, de fait dans les chantiers publics, les chantiers de cathédrales, etc., de fait en fait ça ressemble à une manufacture concentrée, parce que t'as plein de gens qui travaillent sur une même unité de production, machin. On peut aussi parler des arsenaux, donc là où on fabrique les navires, parce que pareil, c'est des produits qui demandent énormément de gens spécialisés dans plein de domaines, mais qui travaillent autour du même truc. Donc de fait, on peut parler de manufacture concentrée très tôt, mais par contre, c'est là où ça commence à se généraliser un petit peu, c'est mi-XVIIe siècle, et notamment avec toujours Colbert, qui va lancer un processus conscient de il faut qu'on ouvre des manufactures partout. Lui-même il participe, je crois, il est au capital de genre 300 entreprises avec d'autres marchands, etc. Mais lui-même en tant qu'individu particulier, mais aussi au nom de l'État, avec de l'argent public. Et du coup, il y a des manufactures concentrées qui apparaissent un peu partout. Les manufactures des Gobelins, de tapisserie, à Paris, c'est la plus connue, c'est Colbert. Toujours dans le textile, un bon exemple de manufacture concentrée que j'aime bien, c'est la manufacture de draps de laine d'Abbeville, qui est fondée en 1665 sur initiative de Colbert, qui ramène des Pays-Bas, je crois, un marchand qui s'appelle Josse van Robé. Les van Robé, c'est encore une famille très puissante aujourd'hui, puissante, très tunée aujourd'hui. Donc il va les ramener, il leur offre beaucoup d'argent parce qu'ils ont déjà des manufactures en fait aux Pays-Bas, quoi. Il les ramène en France
pour travailler au service de la couronne, mais en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les intérêts privés des marchands et les intérêts de l'État sont confondus. C'est une manufacture privée. C'est juste que l'État va intervenir directement en les aidant, notamment en réprimant les grèves. Le roi va envoyer des soldats pour taper les grévistes quand il y a des grèves, etc. En faisant des règlements de manufacture qui sont en faveur du patron, la famille Van Robé, parce que c'est elle qui va sur plusieurs générations diriger la manufacture. Et du coup, Van Robé, ce qu'il fait en 1709, il décide de rassembler tous ses tisseurs, ou une grande partie de ses tisseurs, je cite, sous une même clé, dans le même bâtiment. Il construit un grand bâtiment, il fout tout le monde là-dedans. Au début du XVIIIe siècle, la manufacture Van Robé, elle a 3000 employés, donc c'est un truc giga grand à l'époque quand même. À l'époque, il n'y a pas les usines, il n'y a pas les machins, c'est inconcevable en fait d'avoir 3000 personnes qui travaillent sous la direction d'un patron, quoi. Il y a 100 métiers à tisser. On parlait tout à l'heure de séparation des moyens de production, etc. Les moyens de production, ils sont pas juste accaparés par des marchands, ils sont concentrés entre les mains de quelques marchands. Le mec, il possède 100 métiers à tisser quand même, et ils produisent à peu près 1500 draps de laine du coup à l'année. Alors en réalité, manufacture concentrée dispersée, c'est des espèces d'idéotypes. En réalité, souvent, c'est un peu mixte. Typiquement, là, lui, il a des milliers d'employés qui sont sous une même clé, pour reprendre ces termes, mais il a aussi un contrôle total sur tout ce qui est préparation de la laine dans la région, parce qu'elle doit être préparée avant d'être tissée, etc. Donc il a en fait des milliers d'artisans qui sont dispersés, pour le coup, aussi dans la région, donc il y a encore un côté manufacture dispersée, etc. Voilà. Moi, j'aime bien cet exemple, parce que le fait de rassembler sous une même clé tous les travailleurs, ça change complètement aussi les rapports que les travailleurs ont entre eux. Ils sont plus dans l'intimité de leur maison, mais du coup ils travaillent avec des gens dont ils partagent les conditions de vie, les conditions de travail, ils le savent très bien, ils en discutent entre deux draps, tu vois. Ils ont une espèce d'émergence de conscience de classe. Ils réalisent qu'en fait, ils sont pas tout seuls, ils partagent des intérêts communs avec d'autres gens, donc peut-être ils peuvent discuter avec ces autres gens pour s'organiser, se rassembler, essayer d'obtenir des améliorations de leurs conditions de vie et de travail ensemble. Peut-être qu'ils peuvent introduire un rapport de force, par exemple. C'est la manufacture concentrée, en fait, qui permet les premières mobilisations collectives de travailleurs et de travailleuses. Et j'aime bien l'exemple de la manufacture Van Robé, parce qu'en 1716, c'est exactement ce qui se passe. Van Robé décide, et alors texto, il le dit qu'il va augmenter ses profits, donc il licencie des gens, et il décide de diminuer les salaires de tout le monde au passage. Il y a à peu près 800 familles qui dépendent entièrement de ce travail-là, donc ils savent que c'est la famine pour eux, parce que Van Robé est évidemment le seul employeur de laine dans la région. Parce qu'on parlait de concentration des moyens de production, ça permet aussi la concentration de... Tu te retrouves à avoir des marchands, mais là c'est difficile de continuer à les appeler des marchands, hein, c'est des patrons / capitalistes, tu vois, qui dominent complètement un secteur sur une région. Surtout qu'à l'époque, la couronne donne des monopoles. Van Robé a le monopole de la fabrication de draps de laine dans la région. Donc il n'y a pas d'autre employeur, donc si t'es au chômage, c'est fini. Hein. Donc, génial, les travailleurs se mettent en grève. Ils se mettent en grève pour, je cite, obtenir un travail continuel. Et ça, c'est méga stylé. Alors c'est marrant, Van Robé, il veut pas trop appeler au secours le roi, parce qu'il a peur que le roi fouille un peu trop ses comptes et se rende compte qu'il y a pas mal d'argent qu'il déclare pas tout à fait. Donc il hésite un peu à appeler le roi, et du coup, c'est les ouvriers qui appellent au secours le roi. Ils envoient des délégués à Versailles pour essayer de ramener le roi. Alors le roi, évidemment, se ramène pas, mais il envoie des gens, etc., des inspecteurs de manufacture et tout ça. Donc ça ouvre tout un truc juridique, hein. Il y a des papiers d'époque, etc., dans les archives qui parlent de tout ça. Donc des témoignages, on interroge les ouvriers, enfin les tisseurs, etc. Et j'ai noté tout un passage que je trouve stylé de l'intendant royal, du coup, du roi, qui est complètement sidéré par la solidarité des tisseurs. Encore une fois, c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses. Les grèves, ça n'existe pas des masses. Il y a certains secteurs, c'est notamment les imprimeurs et les boulangers à Paris, qui ont fait des grèves beaucoup plus tôt, tu vois, mais parce que c'est très particulier, etc. Là, lui, il pète un câble, il comprend pas ce qui se passe, quoi. Il convoque les meneurs, mais, je cite, « Au lieu de venir seuls, tous les autres les accompagnèrent, ce qui me fit connaître la difficulté de les désunir. Je les ai fait consigner par des gardes dans la grande cour de la manufacture, et leur ai expliqué que je voulais bien, par grâce, les faire admettre au travail. Mais 2 d'entre eux ont pris la parole pour dire qu'ils voulaient travailler tous ou point. Donc tous ou personne. Je les ai envoyés en prison, et croyant les avoir intimidés, j'ordonnai aux autres de retourner au travail. Mais ils n'en furent pas plus obéissants et se retirèrent en disant qu'il était désormais trop tard pour s'y remettre. » Donc les mecs, non, pas que les mecs d'ailleurs, il y a plein de femmes là-dedans, ils refusent complètement de reprendre le travail, ils décident, c'est un mouvement collectif de grève, etc. On ne parlait pas de grève à l'époque, mais voilà. C'est tellement le bordel que l'État finit par intervenir, et il y a un arrêt, alors c'est pas le roi évidemment qui signe ces machins-là, c'est le gouvernement du roi, tout ça, qui dit, je cite, « Il n'y a aucune obligation de sieur Van Robé envers les ouvriers qui ont réciproquement la liberté de travailler ou non dans la dite manufacture. » Donc, c'est les tout début du libéralisme, où on part du principe qu'en fait, il y a aucune obligation entre un employeur et un employé. Si l'employeur veut te virer, il te vire, et on enrobe ça sous le langage de la liberté, c'est-à-dire que si l'employé veut travailler ailleurs, il est aussi libre de le faire.
C'est pas le servage ici, c'est pas l'esclavage, vous êtes totalement libre de travailler pour qui vous voulez. Il y a une espèce de truc qui est en apparence contradictoire, mais qui en fait l'est pas du tout, c'est qu'il y a un langage de liberté, mais en fait non, ce truc de contrôle du marchand sur ses artisans, il est toujours là, mais il est pas là d'un point de vue juridique. Juridiquement, tout le monde est libre de contracter et de faire des contrats avec qui il veut, et le salaire, c'est une négociation entre deux individus. On parle à l'époque de négociation de gré à gré. Tout le monde est libre. Par contre, en pratique, en fait, il y a qu'un employeur, et même s'il y en avait plusieurs, les employeurs, ils s'entendent déjà entre eux. Et puis, du fait de la propriété privée des moyens de production, ils ont un contrôle sur ce que tu fais, parce que de toute façon, si tu travailles pas pour eux, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, t'es plus propriétaire de tes terres, t'as été exproprié de tes terres. T'es propriétaire de rien en fait, t'es plus propriétaire de ton métier à tisser, etc. Voilà. Les libéraux diraient, c'est parce que le mec avait le monopole sur la région, si seulement il y avait la concurrence, il pourrait aller ailleurs. Et les ouvriers pourraient mettre eux-mêmes les patrons en concurrence avec ça. Mais en fait, déjà c'est pas ce qui se passe, parce qu'il y a un coût à quitter un travail pour aller en trouver un autre ailleurs qui est pas obligé, etc. Le patron à la base qui va t'embaucher en sachant que t'es parti de chez un autre mec, donc est-ce que tu vas pas l'emmerder derrière et tout ça. Encore une fois, les patrons s'entendent, et de toute façon ça change rien, parce que ce qu'on voit, même s'il y a une situation de concurrence, même parfaite, etc., on a quand même, non pas la domination d'un individu sur l'autre individu, on a quand même la domination d'une classe sur une autre. Ça change rien, tu vois. Oui, moi je suis libre de quitter mon travail, d'aller bosser. Pourquoi ? Pour un autre patron, pour un autre capitaliste, en fait. Il n'y a pas la possibilité de bosser pour soi, encore une fois, de sortir de ce système-là. Tu vois. Traverser la rue. N'est-ce pas ? Faut faire gaffe à faire des comparaisons hasardeuses et tout, mais c'est la naissance de genre la modernité. C'est à ce moment-là, et c'est beaucoup plus tôt qu'on l'imagine, qu'apparaissent des trucs qu'en fait on connaît encore aujourd'hui. L'intendant royal, là, celui qui pétait un câble, là, il termine, lui il est complètement explicite, c'est ça aussi qui est cool à l'époque, c'est que aujourd'hui on te dit oui mais machin, à l'époque ils en avaient rien à carrer, ils disaient les trucs. L'intendant royal il dit, je cite, il faut prendre les tisseurs par la famine, n'ayant pas d'autres moyens pour subsister que leur travail, donc ils ont très bien conscience de tout ça, ils viendront demander par grâce qu'on leur en donne. Et évidemment de leur en donner pour un salaire plus bas, etc. C'est aussi l'époque où on commence à se dire, alors ça c'est dans la manufacture de Sedan, de draps de Sedan. Pareil, il y a un mouvement de grève et tout ça, et les patrons, l'un des trucs qu'ils retiennent de ce mouvement de grève, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait 50 à 60 tondeurs, du coup c'était le nom des mecs en grève, au chômage, pour faire une pression sur les autres. C'est aussi la période où on se dit, en fait, le chômage, il n'y a pas que le chantage au chômage, il y a aussi le fait d'entretenir une quantité de travail qui est constamment au chômage. Pour faire peur aux autres diâtres, tu veux dire ? Pour faire peur aux autres, pour exercer une pression psychologique, en fait, de ne pas se faire virer. Voilà. Le chômage, ça va être comme eux, quoi. C'est terrible. C'est terrible, et c'est des trucs qui se... Si on a aujourd'hui, je sais pas combien on en est, de toute façon on n'a pas les stats parce que les stats sont aussi modifiés, hein, mais si on a X% de chômage aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à les faire descendre, c'est pas que parce qu'on sait pas comment faire. C'est aussi que c'est bien utile tout ça, et ça on a vraiment 200 ans d'expérience pour voir que Marx il parlait d'armée de réserve du capital. Bref, la manufacture concentrée, elle permet une division du travail. Et ça, du coup, ça touche aussi aux techniques de travail, etc. Et c'est encore une fois une dépossession du processus de travail lui-même. Je m'explique. La division du travail, il y en a deux types. Il y a déjà une division du travail verticale, c'est-à-dire que l'artisan, les fonctions de direction du travail, conception de la pièce et d'exécution du travail, elles sont... c'est même pas qu'elles sont... c'est lui qui les fait, c'est qu'elles sont indissociables. Évidemment que tu diriges ton propre travail, etc. Tu vois, il y a vraiment le processus de travail, il est complètement uni. Ces trois fonctions-là, donc de direction, de conception et d'exécution, elles vont être séparées dans la manufacture concentrée et elles vont être réparties sur des travailleurs qui seront spécialisés dans chacune de ces trucs. Donc la conception, ça va être ce qu'on appelait à l'époque des artistes, c'est pas le même sens qu'aujourd'hui, c'est ceux qui vont faire les premiers dessins sur lesquels vont se baser les autres et tout pour exécuter du coup le machin. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des ingénieurs, on va avoir des architectes dans le cadre de chantiers, etc. L'exécution, eh ben, c'est les anciens artisans qui du coup, là c'est un peu plus compliqué de les appeler des artisans quand ils se retrouvent à être de simples exécutants, donc en fait ça commence à tomber dans la condition ouvrière. La direction, bah, c'est le capitaliste, c'est le patron, qui va aussi déléguer à certains, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les managers, mais à l'époque c'était les contremaîtres par exemple. Comme tout ça c'est violent et comme tout ça bah, ça crée des contestations, il y a aussi une quatrième fonction qui apparaît qui est une fonction de surveillance, dont l'artisan n'a pas besoin quand c'est lui qui travaille, c'est les contremaîtres et les managers, et tout un système de règlement intérieur, d'amendes, etc. Bref, c'est l'apparition d'une hiérarchie d'entreprise, pour ça je parle de division verticale, mais tout ça, ça va pas suffire du coup. Encore une fois, le capitaliste, il a beau, maintenant on parle de capitaliste et plus de marchand, c'est concrètement c'est ça, il a beau diriger le travail, il est toujours pas capable de le réaliser lui-même, le processus de travail continue encore et toujours de lui échapper, il a pas la formation, pas l'expérience pour comprendre ce qui se passe en fait
pour manier ses propres outils qui pourtant lui appartiennent. Donc même si les artisans / ouvriers sont de simples exécutants, ils possèdent encore des connaissances, des savoir-faire, etc. nécessaires pour bien exécuter. Du coup, il y a une deuxième division du travail qui va être faite dans les manufactures concentrées, qui est une division horizontale cette fois-ci, où on va décomposer le travail d'exécution en un maximum d'opérations les plus simples possibles et assigner à chaque ouvrier une opération en particulier. On parlait tout à l'heure, on a évoqué les conséquences psychologiques de passer de artisan, artiste à ça. Enfin, c'est les débuts de les temps modernes, Chaplin, machin, qui fait ça toute la journée. Il y a des gens qui visent des boulons dans leur rêve, quoi, parce qu'ils visent des boulons toute la journée, quoi. Pontus, si on parle, ça, pendant un moment, il est intérimaire en abattoir, et du coup, il rêve de carcasses de vaches, tout le temps. Alors évidemment, il y a l'horreur de l'abattoir qui joue là-dedans, mais pas que. Quand tu passes tes journées à faire la même tâche, le même mouvement, encore et encore et encore, ça parasite complètement tes pensées et ton corps, y compris quand t'es pas au travail. C'est terrible, c'est vraiment, c'est anti-humain en fait. C'est complètement opposé à une nature humaine qui se développe dans, on parlait tout à l'heure de travail ou d'activité, tu vois, on appelle ça comme on veut, mais de faire quelque chose soi-même parce qu'on a envie, parce que ça nous est utile, parce que c'est utile à d'autres, etc. Là, c'est le geste de tout sens, quoi. Ah mais t'es du bétail, quoi. Ouais. Et du coup, un bon exemple, un bon cas pratique de... c'est pas du textile, mais je trouve vraiment parlant ce cas pratique-là, c'est manufacture de poterie Wedgwood. Wedgwood, ça a donné le nom à un type de poterie. C'est en Angleterre, dans la ville de Stoke-on-Trent, qui est fondée en 1759. Ce type-là, il a 200 travailleurs. Il recrute initialement des artisans qui sont capables de faire tout, et qui sont habitués à faire tout, et qui aiment bien faire tout. Et Wedgwood, c'était un petit malin, il va les observer au travail et il va diviser l'ensemble du processus de travail en plein de petites étapes qu'il va mesurer, étudier, standardiser les gestes, etc. Il divise ça en une vingtaine d'étapes de travail. Il va assigner à chaque étape une personne qui va faire un truc en particulier. Et lui aussi, il est complètement explicite. Il dit, je cite, « Je veux transformer les hommes en machines auxquelles l'erreur est étrangère. » Tu te hyper spécialises sur une tâche simple. Okay. Et cette phrase elle est intéressante aussi parce que c'est la première fois qu'on parle de machine et ça va être l'un des objectifs, enfin pas l'un des objectifs, c'est pas forcément pensé comme ça, même si Wedgwood il le pense comme ça, mais ce qu'on va voir surtout après les révolutions industrielles, etc., c'est qu'en fait il y a une espèce d'inversion bizarre où les humains sont initialement aidés par des machines et on se retrouve à l'inverse, on a des machines qui sont aidées par des humains qui sont là pour vérifier que la machine fait le taf correctement, la réparer, etc. On a une inversion, une transformation d'homme en machine et une transformation de machine en homme, quoi, hein, concrètement. C'est super bizarre, il y a une inversion complète de... Voilà. Pour donner un exemple, il y en a certains qui pétrissent l'argile, d'autres qui lui donnent la forme voulue, donc c'est vraiment deux étapes différentes, d'autres qui sculptent l'argile, d'autres qui préparent la peinture pour que d'autres peignent les contours des motifs, que d'autres en fassent le remplissage, etc. Donc mises les unes derrière les autres, on a une vingtaine d'étapes qui permettent de produire une poterie à la fin. Cette hyper spécialisation, concrètement, s'il y en a qui sont hyper spécialisés sur pétrir la pâte, ça entraîne une déqualification par rapport à des gens qui savent tout faire. Cette déqualification, elle permet déjà de justifier des salaires moins élevés, et elle permet aussi de recruter la main-d'œuvre dans des groupes sociaux qui sont, pour plein de raisons, moins qualifiés, qui ont moins accès à des formations, etc., qui sont les femmes et les enfants. Et en plus, avec toutes les normes sociales, etc., qui fait que les femmes et les enfants, forcément, on les paie moins. Dans la manufacture de Wedgwood, ça va être 25% de la main-d'œuvre. Au passage, je lis ça comme ça, Wedgwood, il fait un truc qui était assez commun à l'époque dans plein d'entreprises comme ça, c'est qu'à côté il fondait une école, du coup il était sûr d'élever des futurs bons travailleurs qui lui devaient toute sa vie, etc. Donc bref, 25% de main d'œuvre qui est des femmes et des enfants, très mal payés et qui font tous les trucs les plus déqualifiés possibles, quoi. Pétrir l'argile toute la journée, etc. En parallèle, il met, on l'a dit, un système de surveillance ultra poussé, Wedgwood en particulier, avec un règlement intérieur très détaillé, des amendes hyper élevées, c'est-à-dire que t'arrivais en retard, on te prenait 2 shillings et en fait 2 shillings c'était 2 semaines de salaire pour une femme, donc tu perds 2 semaines de travail parce que t'es un quart d'heure en retard, tu vois. Et puis il y a toute une hiérarchie, donc verticale aussi, de garde, de contremaître, de commis, etc. Voilà. Il y a plusieurs avantages à ça pour quelqu'un comme Wedgwood, c'est que premièrement il y a un gain de temps, parce que du coup tu élimines les temps de battement dont l'artisan a besoin pour changer d'outil, pour passer d'une opération à une autre. Toute cette division-là, elle permet aussi une réorganisation de l'espace de la manufacture. Les vingtaines d'étapes, en fait, il est réparti dans l'espace en les mettant les unes après les autres, ce qui fait que tu as moins de temps de transport. Ça, il a un peu 150 ans d'avance quand même sur, on parlait des convoyeurs, etc. On a un changement qui se fait et qui va être accompli dans le Fordisme, c'est que dans l'artisanat, y compris quand il y a plusieurs personnes qui interviennent sur une seule pièce, notamment sur le textile où il y a un métier à tisser, etc., la pièce est fixe, et c'est les travailleurs qui bougent autour, ok ? Dans le Fordisme, mais en fait dès Wedgwood ça commence,
on a une inversion là encore du truc. Les travailleurs sont sur des postes fixes et c'est les marchandises qui se déplacent d'un travailleur à l'autre. Et ça, c'est tout le truc de Ford, c'est le convoyeur, où du coup, tu as un convoyeur mécanique qui transporte les marchandises vraiment, donc ils n'ont rien à faire, c'est Chaplin, voilà, le tapis roulant. Et cette division horizontale du travail, elle permet à Wedgwood d'augmenter la productivité de ses salariés par 5. Donc avantage compétitif maximal sur tous les concurrents. Évidemment, les salaires sont pas augmentés par 5, au contraire, ils sont diminués parce qu'il y a une déqualification, etc. Donc lui, il devient méga riche, etc. Un dernier truc sur lequel Wedgwood, enfin Wedgwood entre autres, hein, mais il ouvre la voie, c'est qu'en simplifiant chaque étape de fabrication à l'extrême, ça permet d'envisager pour certaines étapes une mécanisation. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'en fait, c'est tellement simplifié qu'on peut le confier à une machine. Alors à l'époque, c'est des machines d'abord qui sont l'énergie, c'est l'énergie humaine. Donc les gens ils tournent des roues toute la journée pour donner des courroies de transmission pour que la machine elle fonctionne. Après on va domestiquer l'énergie de l'eau, aujourd'hui le vent, etc., le nucléaire, tout ça. Bref, ça ouvre à la mécanisation, à l'automatisation, donc au remplacement des hommes par les machines. Et ce qu'on disait, cette espèce d'inversion qui se passe où les travailleurs sont transformés en simples auxiliaires des machines. Et c'est ça en fait qui fait la différence. En gros, entre les manufactures concentrées et les usines, l'usine, c'est l'aboutissement de dynamiques qui commencent dans la manufacture concentrée et qui transforment complètement ce qui restait de savoir-faire, y compris quand les gens sont complètement des exécutants, mais ils avaient encore un savoir-faire, en ouvriers qui, dans les cas les plus extrêmes, ne savent pas ce qu'ils font et répètent le même geste toute la journée, pendant toute leur vie, et ne savent pas à quoi va servir le boulot. Il y a ça aussi, il y a une perte de contrôle la perte de contrôle du processus, elle est dans les gestes, elle est dans la manière de se percevoir soi-même, elle est dans la manière de savoir ce qu'on fait, de savoir où va la marchandise, rien de tout ça nous appartient, l'espace dans lequel on... C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et ça, c'est ressources... Enfin, c'est plein de lectures croisées ou il y a un ouvrage ou un bouquin en particulier qui t'a apporté un peu toutes ces... Là, c'est plein de lectures croisées. Ouais. Je suis fan de monographie, c'est-à-dire de gens qui vont dire « Ok, comment ça fonctionnait tel endroit ?» et voir toutes les dimensions possibles. Ouais. Ça, c'est un peu les cas pratiques, ils viennent de lectures comme ça. Et après, il y a des gens à qui on doit de rassembler les informations. Typiquement Karl Marx, qui, lui... ça et 1 milliard d'autres trucs qui met en lien en montrant comment tout ça fait système. Voilà. Là, c'est un pavé monumental, mais en fait, il y a 4 tomes comme ça qui sont énormes, d'un mec qui s'appelle Alain Beer, qui est vivant là aujourd'hui. Lui, il parle de le premier âge du capitalisme, 1415-1763. Pareil, c'est un mec qui rassemble les différents cas pratiques et qui montre comment tout ça fait système. Voilà, ça c'était mon deuxième tunnel qui peut se terminer sur 2 trucs. Premièrement, c'est que en parallèle de ça, il y a forcément des mouvements de résistance. On a vu les poèmes des paysans tout à l'heure, on a vu les premières grèves, etc. Mais ça va donner naissance à, dans le mouvement ouvrier, une voie qui va s'organiser vraiment dans les années 1860, 70, 80, etc. L'une des grandes revendications, c'est que on va capter à cette époque plus uniquement dans le quotidien, mais d'un point de vue théorique, justement avec des gens aussi, avec l'aide de gens comme Marx qui disent mais regardez tout ça fait système. Qu'en fait ce qui se joue là-dedans c'est la séparation entre les producteurs et les moyens de production. C'est ça le cœur du truc. Donc revendication des travailleurs à la fin du 19e siècle, la réappropriation des moyens de production. Eux ils vont parler de socialisation des moyens de production. Historiquement ça s'est fait par d'autres moyens surtout, c'est-à-dire par les nationalisations. Au 20e siècle il y a eu des grandes vagues de nationalisation, on nationalisait des usines, des entreprises, etc. Ça pose des problèmes parce que les nationalisations en fait c'est pas les travailleurs qui non seulement possèdent la boîte, mais aussi ont justement cette direction collective sur ce qu'on fait. C'est en fait l'État et des représentants de l'État. L'État, il a ses propres intérêts. Dans nos pays à nous, sont les intérêts de la bourgeoisie, mais même dans les pays en fait qui étaient socialistes pendant un moment et tout, bah, l'État, il a quand même ses intérêts à lui. Donc c'est pas idéal. Le problema es sumamente dramático. Somos empresas del área social. Es verdad. Podemos dar una organización y podemos tirar algunas líneas de planificación, pero nos topamos con la gran contradicción que el carácter del Estado, ¿no?, es el mismo. Somos empresas del área social dentro de la estructura de un Estado burgués capitalista, donde los mecanismos de opresión y de dominación siguen estando en manos de los burgueses. On reparle en ce moment pas mal de municipalisation, une échelle plus réduite qui permet de ne pas perdre le contrôle non plus sur les décisions, etc. Mais aussi ce dont on reparle en ce moment, et ça boucle bien la boucle, c'est de commun. D'ailleurs, soit dit en passant, commun, communisme, commune, c'est le même mot, c'est le même machin, tout ça en fait c'est le cœur du truc, c'est ça quoi. On reparle de commun, notamment sur les connaissances, sur le numérique, sur l'information, avec toujours ce truc de droit de propriété et droit d'usage, on reparle de droit d'usage, on parle sur Wikipédia, c'est une production collective et qui derrière a un droit d'usage machin. On a, alors quand on rentre dans les nuances c'est plus compliqué et je m'y connais moins, mais le droit de propriété aujourd'hui il est aussi pas mal sur le droit de propriété intellectuelle. On parle aussi de commun sur, bon ben moi je vais prendre la photo mais je vais la
mettre en ligne en la mettant sur des licences Creative Commons ou d'open source, machin, quand on parle notamment de code informatique et tout ça. Ce qui fait qu'on sort d'un pur truc de c'est ma propriété intellectuelle, donc j'ai un droit d'exploitation pur et absolu là-dessus et total. Il y a différents types de licences de machin qui lâchent des trucs jusqu'à avoir des licences complètement libres où je produis un travail, je le mets à disposition et après il y a y compris un droit de transformation de ce travail-là et un droit y compris de commercialisation de ce travail-là. Quand les gens prennent typiquement des bouts de code, ils l'insèrent dans leur logiciel à eux et après ils vendent le logiciel. Par exemple. Donc on reparle de tout ça, on reparle de commun. Il y a évidemment, comme à l'époque, une opposition massive de la part des propriétaires. Aujourd'hui, on peut parler par exemple sur la connaissance, c'est comment ça s'appelle, Elsevier là, c'est les éditeurs de revues scientifiques. Il y a tout un système dans les universités où pour être reconnu, pour qu'un article soit reconnu, etc., il doit être publié dans une revue particulière. Ces revues-là, elles sont complètement monopolisées par des entreprises. Notamment, il y en a une qui s'appelle Elsevier. Il y a JSTOR aussi, peut-être que vous avez croisé ça, qui du coup mettent ça derrière des paywalls, là, commercialisent ça, mais hyper cher. C'est-à-dire que si tu veux acheter légalement un truc qui est publié, même pas produit, parce qu'ils produisent rien. Eux, juste, ils le publient. Ils publient même pas eux, c'est des travailleurs qui publient. Eux, ils possèdent. Ils possèdent, ils ont acheté. Voilà, ils achètent le droit de faire payer à d'autres. Si tu veux légalement aujourd'hui te procurer un article scientifique sur JSTOR ou quoi, ça coûte 20 balles, 60 balles pour un article. Des centaines pour une revue. Et en plus de ça, ce qu'on ne sait pas, nous, en tant que lecteurs, c'est que les éditeurs demandent des centaines, parfois des milliers d'euros aux auteurs d'articles pour pouvoir les publier. C'est un vrai racket qui est exercé sur tout un secteur de l'activité humaine. En plus, la recherche, c'est quand même pas rien. Et à échelle mondiale, quoi. Et en même temps, dans la recherche, t'as aussi, après, ça dépend des disciplines. Ça, c'est plus dans le milieu sciences dures qu'il y a des trucs comme ça. Sciences humaines et sociales, t'as de plus en plus d'open edition, quoi. Où ça revient justement dans ce rapport au commun, tu vois. Oui, bah d'ailleurs, il y a Open Edition, qui est un truc où tu peux mettre tes articles en ligne, etc. Oui, il y a des initiatives... C'est un petit truc, non, c'est gratuit. Il me semble que c'est gratuit. Okay. Du coup, ouais, on reparle de commun, alors pas tout à fait comme ceux d'avant, parce que ceux d'avant, en fait, c'est aussi le fruit du féodalisme, c'est le fruit d'avoir un seigneur qui domine, etc. Droit d'usage, droit de propriété, la seigneurie, c'est plus du tout la même chose, mais on remobilise ces notions-là, ces mots-là, on se les réapproprie, on les modifie, etc. Et il y a évidemment une opposition massive des propriétaires. Je pense à un mec qui s'appelait Aaron Swartz, un jeune étudiant au MIT, je crois, aux États-Unis, qui s'est battu pour la possibilité d'avoir des licences Creative Commons, etc., qui a craqué ou je sais pas quoi, utilisé son accès de fac pour télécharger littéralement l'intégralité des publications scientifiques d'éditeurs d'articles. Et son idée, c'était de les mettre en ligne. Et en fait, il s'est fait choper sur harcèlement judiciaire. Il était parti pour passer... Il s'est suicidé. Du coup, c'est un nom qu'on utilise pas mal comme symbole. Et puis, on voit aussi des tentatives de remettre en place des communs, des machins et tout. Mais il y a aussi des tentatives illégales. Je pense à Sci-Hub, par exemple, qui craque en fait des journaux scientifiques que je n'utilise évidemment absolument pas, que personne n'utilise. La fondatrice, elle est en cavale depuis 20 ans, je sais plus si elle est en Ouzbékistan ou quoi, dans un pays où il n'y a pas de... ou en Russie peut-être, je sais plus, mais un pays où il n'y a pas de droit d'extradition avec les États-Unis, machin. Voilà, il y a un combat qui se mène, une lutte qui se mène encore aujourd'hui là-dessus. Je me disais derrière, il nous reste le ludisme, concrètement. Oui, bah oui. Le ludisme. Pour resituer, du coup, historiquement, quand on parle des révoltes des ludites, etc., c'est 1811-1812. Donc on est déjà sur la séparation producteur-moyen de production. Oui. Les ludites, ils possèdent pas les tisseurs, du coup. C'est des tisseurs anglais, parce que c'est en Angleterre. Ils possèdent pas les moyens de production qu'ils utilisent. On est aussi pas mal, déjà à ce moment-là, dans des ateliers qui sont une espèce de manufacture concentrée. C'est-à-dire qu'ils travaillent plus à domicile. Ils travaillent dans des ateliers. Alors, je le précise maintenant, mais ce sera important un peu plus tard, c'est des ateliers aussi où, de temps en temps, il y avait plusieurs propriétaires de moyens de production, de métiers à tisser, qui s'entendaient ensemble pour les mettre sous le même bâtiment, et qui, du coup, envoyaient leurs tisseurs/ouvriers à cet endroit-là. Voilà pour resituer un petit peu. Le ludisme, c'est un moment 1811-1812 où, d'un coup, les tisseurs anglais, ils se révoltent. Va savoir pourquoi, ils se révoltent, ils cassent les machines. Ça a énormément choqué, évidemment, les propriétaires des machines, qui sont les dominants, donc c'est ceux qui écrivent un petit peu l'histoire quand même. Donc on en a tiré un mythe des ludites. Le mythe des ludites, c'est que c'était des débiles. Non mais c'est vrai, hein, c'est le mythe, c'était des débiles. C'était des barbares, des gens violents qui comprenaient pas ce qui se passait et qui en fait, face à l'arrivée de nouvelles technologies, de tissage, de métiers à tisser, etc., un peu plus mécanisés, un peu plus machin, tout ça, ont eu peur, parce qu'ils n'aiment pas les technologies, ils n'ont pas compris ce que les patrons ont voulu faire, voilà. Le Gaulois, réfractaire au changement. Comme c'est des débiles qui sont des violents, parce que forcément ils n'ont pas d'éducation, ils ont cassé les machines.
parce qu'ils savent rien faire d'autre. Voilà. Ça, c'est un peu le mythe qui est bien pratique pour les propriétaires des moyens de production. Au passage, l'anecdote, c'est que les canuts, au même moment, enfin 20 ans plus tard, à Lyon, ils ont fait 2 grosses révoltes en 1831-1834. Ce qui est marrant, et c'est un peu un spoiler, mais les canuts, ils ont jamais cassé le moindre métier à tisser, parce que c'était encore une manufacture dispersée, et que du coup, ils étaient encore propriétaires de leur métier à tisser. Donc, ils ont aucun intérêt à casser leur métier. Pourtant, si tu vas sur la page wiki des canuts, et des révoltes des canuts, et que tu lis des articles, y compris dans des publications sérieuses et tout, sur les canuts, tu entends les canuts ont cassé des métiers à tisser. Donc en fait, le mythe des ludites, il a été un peu réutilisé pour l'espèce d'équivalent à la même période qui faisait très peur aux patrons du textile. Mon Dieu, ils ont cassé les métiers à tisser, ce qui n'est jamais arrivé. Et du coup, c'est un peu un spoiler, ce truc de pourquoi les canuts n'ont jamais cassé leur métier à tisser, c'est que c'est à eux. Forcément, si les ludites ils le cassent, c'est que c'est pas eux, déjà. Et que peut-être qu'ils ont vécu aussi cette dépossession-là, ou que leurs grands-parents, parents, etc. l'ont vécu. En tout cas, ils ont encore un souvenir de quand c'était à eux, cette machine-là. La réalité, c'est que les ludites, c'est pas du tout des débiles. Au contraire, ils sont très malins. Déjà, c'est des tisseurs qui sont très qualifiés, parce qu'on n'est pas encore dans les ouvriers qui sont du travail à la chaîne, etc. Et ils sont extrêmement bien informés, beaucoup plus que les propriétaires des moyens de production, sur les technologies qui sont en jeu, qui sont développées, etc. Pour la simple et bonne raison, attention, que c'est pas les capitalistes qui inventent des métiers, des nouveaux métiers à tisser, etc. C'est les tisseurs. On fait des allers-retours, mais les canuts à Lyon, le fameux métier jacquard, qui est très connu, etc. Et qui, justement, quand tu lis parfois sur Wikipédia et tout, il y a eu le métier jacquard, donc ils ont eu peur, donc ils ont détruit des métiers jacquards. Déjà, c'est pas vrai. Jacquard en soi, c'est un canut. Mais en plus de ça, il y a aussi un mythe de jacquard qui s'est développé, qui est en fait un mythe bourgeois, capitaliste, marchand, ce que tu veux, de l'inventeur individuel. En réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le métier jacquard, c'est une invention collective, sur 20 ans, 30 ans, où en fait chacun apporte un petit peu, chacun sur son métier à tisser, rajoute une pièce, fait un machin et tout, et à la fin, ça fait un truc. Et en Angleterre, c'était pareil. Il y a 3 grandes innovations au niveau des machines à filer à l'époque. La première, c'est un truc qui s'appelle la Spinning Jenny, qui est inventé par un mec qui s'appelait Hargreaves, un truc comme ça, qui était un tisseur. La deuxième, c'est la Waterframe, qui était inventée par un mec qui s'appelait Arkwright, et qui, pour le coup, lui, était un bourgeois. C'était un propriétaire, on peut pas lui enlever, mais vous allez voir, c'est pas terminé. La Waterframe, son truc, comme le nom l'indique, water, c'est que c'était une machine qui utilisait l'énergie hydraulique. Sauf que, en bon bourgeois, Arkwright, il a immédiatement fait breveter sa machine à tisser, et il attaquait en justice tous les tisseurs qui développaient une technologie qui lui ressemblait de près ou de loin. Et ces tisseurs étant pauvres, ils pouvaient pas se défendre. Quelques années plus tard, le tisseur Samuel Crompton développe la 3e grande invention, qui est la Spinning Mule, qui conjugue tous les avantages de la Spinning Jenny et de la Waterframe, et qui permet de véritablement mécaniser le tissage. C'est vraiment ce qu'on voit quand on tape révolution industrielle textile. On voit des longs trucs comme ça avec plein de fils à tisser qui font les trucs. Alors ça, c'est les formes les plus grandes, mais en fait, lui, il a inventé le truc de base, c'est-à-dire il y a 5 fils, là, comme ça fait comme... Ça bouge très vite, etc. Sauf que, comme le deuxième bonhomme, Arkwright, il attaquait en justice les tisseurs, Crompton, après avoir inventé sa machine, il a préféré rien dire à personne et continuer à tisser dans son coin et dans la pauvreté. Alors il a fini par être tellement productif que tout le monde avait capté qu'il avait développé une nouvelle technologie. Il s'est fait harceler par des capitalistes qui essayaient de lui voler en envoyant carrément des espions chez lui et tout. Il tissait derrière un rideau, parce que sinon les gens regardaient par ses fenêtres de sa maison et tout, et à force de harcèlement, ils ont fini par le faire craquer. Il a vendu les droits sur sa machine à des capitalistes pour 60 livres, ce qui est complètement ridicule, et il est mort dans la pauvreté, alors que, au même moment, toutes les manufactures textiles du Royaume-Uni utilisaient son invention, les spinning mules, qui ramenaient des milliards dans la poche de leurs propriétaires. Enfin, je précise que les révolutions industrielles, on rattache beaucoup ça aux nouvelles technologies. En réalité, comme on le voit, c'est des processus qui sont beaucoup plus longs, et les nouvelles technologies, les technologies, elles ont toujours évolué, même pendant le Moyen-Âge, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a évolué, c'est pas vrai. Il y a eu une accélération à ce moment-là pour plein de raisons, mais c'est pas ça forcément le moteur. Il n'y a pas un moteur, il y a tout qui se déclenche un peu en même temps, et qui s'entraîne, les mouvements s'entraînent les uns les autres. Bref, les ludites, ils n'étaient pas opposés aux nouvelles technologies, c'était eux qui les inventaient. Ils étaient pas débiles, c'était eux qui savaient comment ça fonctionnait. Donc s'ils les cassaient, c'est pas parce qu'ils avaient peur des nouvelles technologies, évidemment, c'est parce qu'il y a une dépossession. C'est parce qu'il y a une dépossession, et c'est parce qu'ils ont parfaitement conscience de ce qui se joue de politique et de social derrière cette dépossession. Ils savent très bien qu'en fait, on essaie de les déqualifier. Le patron du coin, etc., il dit, en fait, maintenant, j'ai plus besoin de 10 personnes, j'ai besoin que d'une seule personne, qui en plus va rien faire à part surveiller la machine, et enlever les fils de laine, etc. Et en plus, comme c'est une machine et qu'enlever les fils, il faut des doigts fins, ça va pas être un mec, ça va être l'enfant du mec.
Donc en plus, on a une explosion du travail infantile à cette période. Donc effectivement, ces gens-là, ils se révoltent. 1811-1812, c'est le grand moment de la destruction des métiers à tisser, mais en réalité, on a déjà des signaux dans les décennies d'avant. Ce qui marque beaucoup, c'est qu'ils étaient ultra organisés, plusieurs milliers de ludites sur tout le territoire, qui sont dans des sociétés secrètes, etc., pour s'organiser. Ils dressent la liste des patrons, la liste des machines, où elles sont, à quelle heure on peut rentrer dans l'atelier, machin, comment on rentre, comment on se barre. C'est un truc de dingue. Ils sont vraiment chauds. Ils sont admirés par la population à l'époque. C'est des héros populaires, c'est des Robin des Bois concrètement. Ils sont absolument détestés par évidemment les propriétaires, et ça va jusqu'au Parlement. La répression des ludites, donc en 1812, c'est la plus grosse opération militaire interne à l'Angleterre au XIXe siècle. Dans les limites de l'Angleterre, voilà. Il y a des milliers de soldats qui sont mobilisés pour aller chasser dans les forêts, dans les ateliers, les machins, les gens qui sont suspectés de ludisme, qu'on envoie en prison, qu'on pend publiquement pour bien montrer, etc. J'avais pas capté l'ampleur du truc. Ouais, c'est un truc de dingue. Voilà. Alors d'où ça vient le ludisme, c'est que eux-mêmes avaient, comme c'était des sociétés secrètes, etc., eux-mêmes s'étaient inventé une figure de leader qui n'existe pas, qui s'appelait Ned Ludd. Et du coup, il n'existe pas. Voilà. Il signait tous les trucs de Ned Ludd. C'est une vraie utilité aussi en termes d'organisation, c'est que du coup, ils ont tout ce truc. C'est vraiment hyper collectif, quoi. Dans la lutte collective, il y a une réappropriation des solidarités qui ont disparu, etc., quoi. Donc c'est stylé. Du coup, ils sont pas contre les machines. Quand ils pètent les machines, ce qu'ils essaient de toucher, c'est pas la machine, c'est le propriétaire, par ricochet, quoi. Et plus que le propriétaire, c'est le genre de société qu'ils voient commencer à advenir par l'intermédiaire de l'utilisation de ces machines-là par les propriétaires. Parce qu'encore une fois, si ces machines-là leur appartenaient, il y aurait absolument comme problème, ils seraient ravis d'être plus productifs, ces gens. C'est en plus, encore une fois, c'est des gens qui ont une très haute estime de leur travail. Encore à cette période-là. Oui. Non, mais c'est ouf quand même, ils ont pris le risque de... Enfin, c'est quand même pas anodin comme geste, ils se tuent aussi le travail, quoi. Enfin, du coup, pas de ressources, j'imagine. Complètement. C'est un sursaut de j'existe, je suis... Mais c'est aussi... T'es dépossédé de tout. Donc en vrai, la destruction, c'est aussi une réappropriation de l'action, quoi. Sans partir trop sur les trucs philo machin, tu vois, mais c'est aussi un truc de... D'ailleurs, ça on le sait, le mouvement ouvrier il a bien compris derrière. La sortie d'une position de domination et une position d'exploitation et tout, elle se fait pas juste. Je veux dire, si le patron, le maître, le machin dit c'est bon, vous êtes libre maintenant, ça casse pas le processus de la domination, de l'exploitation, ce que ça emmène psychologiquement, il se casse dans la lutte. Et dans la lutte vénère. Et dans le fait de se dire non, je suis acteur en fait de mon histoire, je suis acteur de mon émancipation, etc. Ça on le voit tout le temps, les esclaves qui se révoltent contre les abolitions de l'esclavage en France, il y en a eu 2, c'est pas du tout la bonté des propriétaires d'esclaves, c'est la révolte d'esclaves qui impose ça. Bien sûr. Voilà. Le mouvement ouvrier c'est pareil en fait, c'est dans la révolte, dans la révolution, etc. qu'on se libère, dans la lutte. Donc bref, ils ont conscience des enjeux qu'il y a derrière, des enjeux politiques qu'il y a derrière, et ils ont oublié un truc que nous on a oublié aujourd'hui, parce que société marchande, société de consommation, etc., c'est que les technologies, leurs caractéristiques et l'impact social qu'ils ont sur nous, on peut penser, j'en sais rien, aux réseaux sociaux et des rapports que ça tisse entre nous, etc. En fait, c'est pas des trucs qui tombent du ciel, c'est pas de temps en temps, il y a un dieu qui nous envoie des nouvelles technologies, où il y a un développement technologique qui va que dans une direction, qu'on est obligé de suivre, qui s'impose à nous-mêmes, etc. Les technologies, elles sont construites par des gens qui ont des objectifs, et ils les construisent pour les servir leurs objectifs. On le voit pas mal aujourd'hui avec les IA, par exemple. Pour comprendre les IA, il faut parler des ludites, en fait. Donc ça boucle parfaitement tout ça, mais on y revient un peu plus tard, j'essaie de me dépêcher et de pas faire trop vite. Du coup, les ludites, ils décident de pas tomber passivement dans la misère, hein. C'était très drôle comme phrase. De quoi ? J'essaie de me dépêcher de pas faire trop vite. Ah bah tu vois, j'essaie de parler le plus longtemps possible. Voilà, donc en fait, ce contre quoi les ludites se révoltent, c'est la déqualification de leur travail. Ils sont pas juste remplacés par des machines, eux-mêmes sont déqualifiés. Quand les gens disent oui, mais les IA, les nouvelles technologies, elles détruisent des emplois, mais elles en créent toujours de nouveaux. Oui, c'est vrai, mais quels emplois ça crée ? Ça crée des emplois déqualifiés, toujours, systématiquement. Oh, attention, ça... Ah bah, ludisme, taché. Tu détruis ton moyen de production. Et un truc qui montre que les ludites, c'est ça qu'ils attaquent et pas les machines. Déjà, ils détruisent pas que des nouvelles technologies, des nouvelles machines, ils s'attaquent aussi à des moulins, des trucs comme ça, etc. Et ils s'attaquent pas. C'est pour ça que je disais que c'était important tout à l'heure de voir que dans ces espèces d'ateliers-là, il y a plusieurs propriétaires qui du coup ont différents métiers à tisser qui en fait leur appartiennent, plusieurs patrons. C'est que quand ils arrivent à rentrer dans la nuit dans un atelier, ils détruisent pas toutes les machines à filer, etc. Y compris des modèles identiques. Ils ciblent des patrons. Donc ils font des listes de bons patrons et de mauvais patrons. Et il y a plein de patrons qui les soutiennent. Il y a plein de patrons qui disent ok, on introduit ça, mais moi par contre, je vous étais dit ce que j'embauchais avant,
je mets de l'argent de côté, etc., pour continuer à embaucher 10 personnes, quitte à acheter plus de machines, etc. Il y a plein de patrons qui les soutiennent, et eux, ils se font mais jamais péter leur machine, tu vois. Donc, voilà, c'est le mythe de ils ont peur des machines, c'est complètement des conneries. Ouais, ouais. Ce mythe, il est très utile. Et encore aujourd'hui, le mot ludite, il est utilisé pour dire des gens qui ont peur des technologies. Ah ouais. Vous refusez, oui. Quand tu dis, ouais, les IA, c'est pas dingue quand même. Ah, ludite. Et puis ludite, tu seras aussi réduit à finalement accepter, parce que de toute façon, c'est comme ça. Tu vois. Le développement technologique, il est dans une direction, et c'est tout. Il n'y a pas de décision politique. Les ludites, ils savent que c'est des décisions politiques, donc ils veulent agir dessus. Voilà. Je vois que je m'énerve un peu. Et c'est là le lien avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les IA. C'est pour ça que je dis c'est pas mal de boucler là-dessus, parce que c'est un peu la problématique de l'époque, quoi. Les ludites, ils disent que les technologies, elles peuvent être développées, eux-mêmes, de toute façon, on les développe, mais qu'on n'est pas obligé de les utiliser d'une certaine manière. On n'est pas obligé de les utiliser pour déqualifier du travail. Et ça, on le voit bien avec les IA. Les IA, c'est très large. Mais les IA, aujourd'hui, on nous dit, on peut pas s'y opposer à ça. C'est comme ça vient, etc. En réalité, encore aujourd'hui, le développement technologique, il est politique, il est social, il est aux mains d'une classe qui en fait décide collectivement de ce qu'ils vont faire et décide des technologies qu'ils développent, avec tout un système de levée de fonds, tout un système de bourse, tout un système d'échange les bourses de valeur, les échanges de parts d'entreprises, etc. Concrètement, on a une classe capitaliste qui, même si c'est des décisions individuelles d'acheter des parts d'entreprises ou pas, fait monter la valeur de certaines entreprises, donc dirige le développement technologique dans certaines directions. On s'en fout un peu de trouver un vaccin contre le sida, par exemple. La recherche médicale, pas très intéressé, tu vois. OpenAI, là, qui a levé des milliards. Tesla, qui a eu des milliards, alors que c'est pas c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une décision collective d'aller dans une direction. C'est pour ça que les IA, c'est intéressant. Quand on parlait de division du travail vertical tout à l'heure, entre la conception et l'exécution, il y a la division entre travail intellectuel et manuel. Ok ? Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la dépossession des travailleurs manuels. Aujourd'hui, avec la mécanisation, etc., on est allé au bout, avec le travail à la chaîne, au bout de la dépossession du travail manuel, du processus de travail. Là, les IA, ce qu'elles permettent, c'est une dépossession du travail intellectuel. Voilà, c'est ça le cœur, l'enjeu. Et en fait, tout ce qu'on a raconté là, qui a duré 2 siècles, là, on est en train de le revivre pour l'autre partie du travail. On va le vivre de manière beaucoup plus rapide, aussi parce que beaucoup plus consciente de la part de ceux qui amènent ça. Donc, en fait, le ludisme, il a complètement son actualité aujourd'hui. Et le mot ludite, il peut être mis en avant et se l'approprier avec fierté, en fait, de dire, ben moi, en fait, je suis complètement ludite. C'est pas que je veux détruire des machines, c'est que j'ai conscience que derrière les machines, il y a des processus politiques, je veux être acteur. Ça a coupé. Ah, il marche, lui ? Ouais, c'est fort. Il vient de se... Je l'ai regardé depuis tout à l'heure. Okay, ça fait pas plus de 3 minutes. C'est pas possible. Complètement d'actualité parce que... Voilà, complètement d'actualité. Non, mais en vrai, voilà. Et alors, j'ai un exemple. Est-ce que vous avez vu la vidéo du vieux mec de 98 balais dans son tank ? Non. Ça vous dit rien ? Non. C'est une vidéo qui a 2 semaines, donc c'est vraiment très récent. Et je me suis dit, mon Dieu, lui, c'est un ludite, mais alors, il le sait même pas, mais c'est le ludite parfait, absolu. My name is Ken Turner, and I'm 98 years old, and I've served in the British Army in World War II, as did this Sherman tank. I'm old enough to have seen fascism the first time around. Now it's coming back. Elon Musk, the richest man in the world, is using his immense power to support the far right in Europe. And his money comes from Tesla cars. Well, I've got this message from Mr. Musk. We've crushed fascism before, and we'll crush it again. So let's go. Un propriétaire de moyens de production, Elon Musk lui-même, tu lui montres ça, il va dire « Ah, c'est un mec qui a peur des nouvelles technologies, qui veut pas des voitures environnementales électriques, machin. » Mais en fait, quand le mec, il roule sur la voiture avec son tank, il s'oppose pas aux technologies. Le truc qu'on voit, c'est qu'il roule sur une nouvelle technologie. Mais c'est pas ça qui se passe. Il essaie de toucher Elon Musk. Il essaie de toucher Elon Musk et le projet de société fasciste, parce que Elon Musk, c'est un fasciste, un nazi qui se cache pas, de toute façon, que ce genre de bonhomme veut faire advenir, notamment en s'appuyant sur ces nouvelles technologies, en s'appuyant sur le capital que ça leur apporte, pouvoir l'utiliser, cette influence-là, dans la sphère politique, mais aussi avec les IA, etc., la déqualification du travail intellectuel, et puis c'est fini, quoi. Il y a une thématique que je peux pas aborder parce que j'ai pas trop d'infos sur les régimes politiques et machin. J'ai pas d'infos là-dessus, historiquement, ça me dit rien. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que Elon Musk, sa manière de voir la société fasciste qu'il veut mettre en place, elle passe par une déqualification du travail, typiquement l'intellectuel, et elle passe par la réduction du travail à la chaîne, et la réduction des hommes en machines et des machines en hommes, quoi.
Voilà. Donc, moi j'ai trouvé un Ludites en 2025. C'est un vieux, il a 98 balais, il est dans un tank. On n'a plus qu'à trouver des tanks. Super. Ben oui, voilà. Est-ce que c'était clair? C'était... Merci. C'est bien? Ok, ça va. Est-ce que ça vous sera utile? De ouf. C'est vrai? Je pense que ça m'a donné envie de faire au moins du spectacle. Ah, bah ça va alors. Oui, bah bête toi-même.